3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hey, 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 hey! On n'est pas lundi, mais pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Eh bah oui, on n'est pas lundi, mais on est quand même là pour l'épisode 121 de Have a Knicks Week sur KNF TV. On a pris un petit moment pour se préparer pour les playoffs. On a fait les petits ajustements ou pas technico-tactiques. Mais je suis toujours avec Seb. Seb, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. Bon, là, le play-in commence. Ça veut dire que les playoffs vont bientôt arriver. Et oui, ça fait un petit peu de break, c'est bien. Je me rappelle plus comment c'était avant le play-in. Est-ce que ça enchaînait direct ou pas? Il y avait un petit peu de creux, mais je sais pas s'il y avait autant de creux entre la fin de la régulière et le début des playoffs. Mais les playoffs arrivent. Est-ce que c'est le moment préféré pour regarder du basket NBA? Ouais, je pense quand même. Je pense quand même. Là, on va avoir le gratin. Et le gratin, les Knicks y seront. Donc voilà, on va débriefer ça ensemble sur la fin de la régulière et sur le début de cette série de playoffs qui s'annonce face aux Detroit Pistons. Donc on perd pas plus de temps, il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti pour l'épisode 121. Let's go. Et oui, qui dit fin de saison régulière, dit fin des événements associatifs. Fin, oui et non. Vous allez le comprendre très vite. On a pu, pour cette 82e rencontre de NBA des New York Knicks, réaliser la dernière KNF Viewing Party de la saison régulière. Mais si vous avez l'œil affûté, vous verrez assez facilement que dans le petit bandeau latéral, plutôt de l'autre côté, bref, vous le trouverez, il y a déjà quelque chose qui s'annonce pour les playoffs. Et oui, on a un petit peu retardé cette émission parce qu'on voulait justement pouvoir vous faire ces annonces. Et on remercie en tout cas tous les membres qui ont pu se déplacer pour cette petite soirée du dimanche face aux Brooklyn Nets. Un petit match de quartier en période de vacances pour certains, printanière pour d'autres. En tout cas, c'était avec un plaisir qu'on a pu accueillir les membres anciens, réguliers, nouveaux, bref, vous les reconnaissez sur les photos et on vous donne rendez-vous très très vite. Et ce très très vite, c'est quand? C'est pas cette semaine, non, c'est pas cette semaine, c'est pas pour le match 1, c'est pas pour le lancement des playoffs, ça sera, je switch sur le flyer pour le match 4. Et oui, ça se passera à la Little Caesar Arena. Voilà, la salle de Detroit Pistons, et Jalen Brunson essaiera d'enfoncer Cade Cunningham pour aller sweeper ces Detroit Pistons. Bon, est-ce que ça sera un sweep? On verra. Peut-être que c'est les Pistons qui vont sweeper les Knicks. Bref, un match immanquable, un match qui pourrait faire une bascule dans la série. On verra tout ça. Mais voilà, vous avez déjà la date, le 27 avril, le dimanche, à partir de 18h30. Ça sera un match qui se diffusera en prime time à 19h. Toujours entrée gratuite, c'est comme ça que ça se passe les KNF Viewing Party, on ne fait pas payer l'entrée, vous payez votre conso, vous vous amusez, vous vous régalez, vous abreuvez comme il faut, comme il se doit au Hideout Paris-Gare du Nord, et on sera prêt et heureux de vous accueillir. Les ambiances playoff, venez pas trop tard, parce que c'est souvent plein sur ce Hideout, donc voilà, vous avez l'heure, vous avez l'endroit, vous avez la date, on vous attend pour dimanche, pour le Game 4. Voilà, ça c'est pour l'actualité de l'association et une saison régulière qui s'est terminée. Les Knicks avaient clinché les playoffs, le top 6 depuis un petit moment. Il y avait encore un petit doute de savoir s'ils allaient terminer 3e ou 4e, à voir comment cette dernière semaine de saison régulière allait se passer. On avait clinché les 50 wins la semaine d'avant, et on avait 4 matchs pour améliorer ce bilan. Ça s'est amélioré, ric-rac, ça a été un peu compliqué. On va revenir en détail sur les différents matchs, enfin en détail. On va prendre un petit peu de temps pour revenir sur tout ça. Mais voilà, une saison régulière de finie. Une nouvelle saison régulière à plus de 50 wins. Enfin, à 50 wins, le back-to-back 50 là. Voilà, elle est passée vite cette saison, Seb. Elle est passée ultra vite. Ah ouais, elle est passée très très vite. Ah ouais, franchement, j'ai l'impression que c'était hier où on commençait à se demander qu'est-ce qu'allaient faire les Knicks durant cette saison avec ces nouveaux joueurs et tout ça. Et j'ai l'impression que le temps de se faire couler un café, c'est déjà terminé. C'est passé, oui. C'est passé à une vitesse folle, quoi. Donc, incroyable. Alors, on aura le temps, on prendra le temps, une fois que tout la post-season sera terminé, que les Knicks prépareront leur parade sur Broadway, de prendre le temps de faire la rétrospective avec les notes, les joueurs qui nous ont plu, qui nous ont déplu.
les bonnes surprises, les mauvaises surprises côté Knicks, voilà un petit peu cette appréciation de la saison régulière, mais globalement voilà, c'est un bilan à l'équilibre, positif, une nouvelle fois, une nouvelle saison à 50 victoires, c'est pas si souvent dans l'histoire des Knicks, hein, quand on regarde le bilan des meilleurs... comment dire, bilan en fin de saison régulière, victoire-défaite, eh bien on est sur le 12e bilan all-time des Knicks, avec cette saison à 51 victoires. On a eu parfois l'impression que les Knicks pouvaient faire mieux, ou qu'on aurait pu mieux exploiter le potentiel de cette équipe, qu'on attendait plus, qu'on attendait mieux. Il y a bien sûr ces stats qui ont circulé régulièrement sur les Knicks n'ont pas gagné contre les top teams. Du coup, c'est un bilan de 0-10 pardon, Ouais. face à OKC, face à Boston, face à Cleveland. Et pourtant, 51 victoires. Un petit peu au forceps sur la 51e, hein, on va le voir tout à l'heure. Donc il y a eu des victoires laissées en route qu'on aurait pu penser à la portée des Knicks. Donc des Knicks qui n'ont pas été dominants sur cette saison, et pour autant, voilà, qui terminent avec un bilan correct, honorable. Est-ce que ça fait les Knicks un contender? Est-ce que ça faisait des Knicks des contenders sur la ligne de départ? Bon, voilà, la 3e place leur fait normalement, logiquement, s'il y a la hiérarchie des bilans est respecté, être derrière les leaders que sont Cleveland et Boston, qui normalement devraient finir en finale de conférence. On va parler de ces playoffs bientôt, mais voilà, la saison régulière, Est-ce que tu veux, avec différents degrés d'appréciation. est-ce que tu veux que je te donne une stat ou pas? Une stat On peut donner des stats, là, il y en a plein qui défilent, là on voit tous les joueurs et Ah non, leurs non, mais stats sur les joueurs marqueurs. une stat Mais, qui, donne-nous une stat qu'on n'a peut-être pas là, ouais. une stat qui peut ne pas forcément être très engageant pour le début de ces playoffs. C'est-à-dire que donc, quel est le pourcentage de victoires contre le top 10 défensif de la ligue cette année? Alors top 10 défensif, déjà il faut le connaître. Top 10 défensif, c'est pas évident. Bah, le top 10 défensif, je vais te le donner. Donc, On a OKC. Bah, je te le donne. Ouais, C'est vas-y, le- donne-moi. C'est le Thunder, le Magic, les Clippers, les Rockets, les Celtics, les Timberwolves, les Warriors, les Cavaliers, le Heat et les Grizzlies. Ça, c'est le top 10 défensif. Tu sais combien de pourcentage de victoires contre le top 10 défensif? Alors moi j'avais Detroit légèrement devant les Grizzlies, mais c'est peut-être un détail. Alors Oui, oui. on gagne pas contre Histoire, OKC, on gagne histoire pas contre les égalité. Bah, Celtics. ça ira plus vite. Et les Cavs. 10 victoires, 17 défaites, 37% de victoire. Ouais. Après il y a pas mal d'équipes de la conférence Ouest. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ouais non c'est équilibré. Ouais, non mais après contre les... Est-ce que tu veux que je te dise maintenant le pourcentage de victoire contre le top 10 offensif dans lequel les Knicks font partie? Oh bien vas-y, allons-y. Donc le top 10 offensif, et je vais te dire de qui il est composé. Le top 10 offensif est composé des Cavaliers, des Celtics, du Thunder, des Nuggets. Donc les Knicks sont en 5e, les Grizzlies, les Kings, les Timberwolves, les Pacers et les Suns. Le pourcentage de victoire est de 39%. 39,1%. J'ai les Bucks pour 10. Mais c'est pas grave. Ouais, bah effectivement. Tu as des équipes qui sont à égalité, c'est pour ça, toi peut-être que tu as un 10, une équipe, moi j'en ai une autre, mais c'est au niveau du truc, c'est la même chose. Non, mais c'est la même chose. Pas grave. Donc tu as 37% de victoires contre le top 10 défensif et 39% de victoires contre le top 10 offensif. T'es même pas aux 50% ou frôler les 50%. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais le job contre les équipes middle Prenable. de la ligue, Ouais. et contre les équipes qui ont une vraie identité de jeu, tu perds. Tu perds à majorité de temps, tu perds. Voilà. Voilà le Après, bilan bon. voilà le bilan En régulière. de cette saison en régulière. Voilà. Je Alors sais après, pas si on peut en tirer beaucoup de conclusions sur cette stat, mais c'est une stat comme d'autres. Hein. C'est-à-dire quand même c'est On assez révélateur, c'est pas le nombre de matchs qu'on a gagné contre une équipe qui met que des slips, tu vois, par exemple. Là c'est quand même une statistique qui te dit que contre des équipes qui ont une vraie identité de jeu, les New York Knicks ont des soucis. Alors oui, tu as 51 victoires, bravo, c'est très bien. Félicitations à tous, vous méritez une médaille. Maintenant, c'est pas un bilan qui fait de nous des champions. Et que contre contre des équipes qui ont su nous attraper par le col et nous remuer, on n'a pas su répondre. Alors, ça a été la difficulté sur tout le long de la saison à différentes périodes passage, et on l'a rappelé.
Après, au rayon des stats, bon, c'est des stats de régulière et effectivement les oppositions à voir comment elles se vont évoluer en playoff. Il y avait aussi une stat, je crois, des gens qui, entre guillemets, minimisaient la performance d'OKC sur cette saison en disant que OKC avait gagné et avait roulé sur la conférence Est et que dans la conférence Ouest, c'était plus accroché en termes de bilan victoire-défaite. Donc voilà, est-ce que OKC était le vrai leader de cette conférence Ouest? Par le bilan, oui, mais peut-être moins dominant dans sa conférence que vis-à-vis de Enfin, la conférence Est. ils ont quand même combien de victoires par rapport à nous de plus? Oui, oui, oui. Non, non, mais en relativisant aussi, en se disant, ils sont forts, OKC, mais ils sont peut-être moins dominants dans l'Ouest qu'ils ne l'ont été sur l'Est. Non, mais ils jouent deux Après, fois. Non, mais ils jouent deux fois l'Est. Ils jouent deux fois les équipes de l'Est. D'accord? oui, oui. Ils jouent beaucoup plus de fois les équipes de l'Ouest. Est-ce que tu as vu le nombre d'équipes au bilan positif à l'Ouest? Non, oui, enfin, Oui, non, t'as pas c'était pas la regardé. question. Ben C'était si, pas la question en ben, fait, c'était pas la question. ben si, c'est ça la question, Joanie. Non, Joanie, tu dis, regarde, OKC, on les critique parce que ils ont moins de, non, ils ont je les moins critique peut-être pas. ils ont moins peut-être de victoires que sur l'Ouest, que, Leur qu'un- bilan est moins que- flatteur dans que leur ce qu'on que- conférence. que ce qu'on penserait. Sauf qu'en fait, l'Ouest est beaucoup plus relevé que l'Est. Rien que par rapport au nombre. Et si, bah, si, entre déjà les oppositions entre les deux conférences, t'as l'Ouest qui a dominé l'Est cette année, et sur le nombre d'équipes en positif, t'as l'Ouest qui a plus d'équipes que l'Est. En bilan positif. Oui, 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 oui. Oui, oui. Donc, forcément, t'as une conférence qui est plus élevée que l'autre. C'est pas infamant de dire ça. C'est pas les conclusions que moi je tire à chaque fois sur cette comparaison, on va dire, merde, Est-Ouest. J'ai perdu un écran. Hop. Mais c'est pas grave. En fait, bon, après on va pas Mais non, mais, épiloguer. mais non, mais moi, ça m'intéresse, moi, ce que tu penses de ça. Donc, toi, tu as. Non, moi ce que une je dis, confé- moi, toi, mon tu as une propos. conférence qui domine l'autre en termes de confrontation directe. Et avec, donc, sur les 15 équipes qui composent leur conférence, tu en as quand même plus sur la conférence Est qui ont un bilan positif. Mais toi, tu estimes que c'est pas assez révélateur sur le niveau d'une Non, conférence par rapport à l'autre? on s'égare là, on s'égare. Ce que je disais, Ben c'est donc, que pourquoi? OKC, malgré son bilan de leader de la ligue, et qui fait qu'elle a sa place, elle aura l'avantage du terrain contre n'importe quelle équipe, Ouais, peu importe jusqu'où elle ira en playoff, ouais. les gens faisaient remarquer que dans sa conférence, et par rapport aux playoffs qui vont se disputer dans la conférence Ouest, elle n'a pas été aussi dominante qu'elle a été dominante dans la ligue au général. Donc peut-être que OKC sera accrochée en playoff, parce que voilà, les oppositions, même si ils ont joué 4 fois peut-être les Lakers ou 4 fois des équipes de l'Ouest, Et ils n'ont pas été aussi dominants qu'ils ont pu l'être quand ils ont joué 2 fois les équipes de la conférence Est. Après, c'est une stat. C'est un bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? La régulière, c'est 82 matchs. Il faut être régulier, il faut être performant, il faut laisser passer les coups de mou, les coups de blessure. Voilà, c'est un marathon. Les playoffs, c'est une toute autre compétition, toute autre course. Et les compteurs sont un peu remis à zéro. Un peu, pas complètement. Une équipe qui n'a pas performé en régulière, réellement, a peu de chances de performer en playoff. Et en même temps, il y a aussi des belles surprises parfois, il y a des mauvaises surprises parfois. Donc voilà, c'est une nouvelle compétition qui commence. Il est mieux d'être bien placé en saison régulière, à l'issue de la saison régulière, pour pouvoir performer ensuite en playoff. Les franchement, Knicks n'ont pas été je, dominants. je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent critiquer. Ok, si je regarde leur classement et leur nombre de victoires cette année sur les équipes notamment bah, de l'Ouest. Quand tu regardes contre Dallas, ok, ils sont en négatif contre eux. Contre Denver, ils sont en nul, 2-2. Contre Golden State, ils sont en négatif, 1-2. Mais ensuite, contre Houston, ils gagnent. Contre les Clippers, ils les sweep. Contre les Lakers, ils gagnent. Contre Memphis, ils gagnent. Contre Minnesota, ils sont à égalité. Contre Nouvelle-Orléans, ils les sweep. Les Phoenix, ils les sweep. Portland, ils les sweep. Sacramento, ils les sweep. Ok. Non, mais peut-être qu'il faut critiquer pour critiquer une équipe qui finit avec le meilleur bilan et une super saison, mais pourquoi pas? Ok.
Ok, petit problème technique, mais on est reparti. Bref, la régulière, c'est finito. La régulière, c'est finito pour tout le monde, à l'est, à l'ouest. Pour Michael Bridges aussi. Michael Bridges avait cette fameuse course un petit peu au marathon, au record d'enchaîner les matchs de saison régulière. Bah, il boucle une saison de plus à 82 matchs. Il lui a fallu 6 secondes hein, dans sa dernière opposition face aux Nets aussi pour pouvoir boucler cette saison complète. Bon, je sais pas ce qu'on peut en penser de ce record. C'est bien en termes de longévité. Je crois qu'il avait fait un peu l'équivalent avec les Nets la saison dernière, à savoir jouer quelques petites secondes, histoire de valider le match joué. C'est un bien, comment dire? C'est un avantage et c'est un défaut cette histoire parce qu'à la fois, oui, on a parlé à longueur de saison de ménager les troupes et les joueurs. Mikal, on savait, c'est un marathonien. Au final, première saison avec Thibodeau, il fait une saison complète. Pas de blessure, cette série ne s'arrête pas sur cette première saison à New York. Peut-être que ça sera sur la deuxième saison, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour Michael Bridges. Ceci dit, voilà, c'est aussi une façon de dire, bah, je joue. Bon, ce dernier match, il aurait pas dû le jouer comme d'autres cadres ont été mis au repos. Voilà, c'est un peu une façon de tirer les records un peu par les cheveux. À la fois, il aurait peut-être eu besoin de repos par moment dans la saison. Alors, est-ce que le repos, c'était dire, bah, tu vas aller sur le banc, tu n'es plus starter? Est-ce que là où tous les autres cadres ont joué, ont eu des phases de repos forcées parfois par des blessures, on pense à Brunson, on pense aussi à Karl Anthony Towns qui a eu quelques petits soucis au doigt, quelques petits soucis au genou. On a eu aussi Josh Hart qui a un peu été freiné par quelques moments, OG également. Mais voilà, est-ce que Mikal, avec cette course un petit peu à faut que je fasse les 82 toutes les saisons, bon, il y a des fois. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi de le ménager lorsqu'il y a pu avoir des bobos? Quoique, d'un point de vue santé, il y a une cheville qui a dû tourner une fois sur un match, mais on n'a pas eu de grosses frayeurs ou de signes de moins bien physique sur cette saison de Mikal. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, de cette course à 82 matchs. Elle est assez rare, finalement, pour être notée. Dans la saison régulière, il y a 11 joueurs, en tout et pour tout, qui ont disputé ces 82 matchs. Après, si on regarde les 81, il y a à peu près 15 joueurs, sur un volume de 560 et quelques dans la ligue. Auparavant, dans les années 80, 90, peut-être même début des années 2000, il y avait une certaine forme de constance et on voyait des joueurs à 80 matchs, à plus de 80 matchs. En volume, il faudra se pencher sur le détail. C'est de plus en plus rare. On sait que voilà, le load management peut aussi mettre des joueurs au repos sans forcément qu'il y ait des blessures. C'est des petits coups de moins bien. Voilà. La NBA faisait un peu la chasse à ça pour éviter que trop de joueurs soient mis en load management sans réelle justification. Il me semble que les Knicks s'étaient fait épingler sur un cas Mitchell Robinson pour une histoire aussi de blessures pas déclarées à temps ou un truc comme ça. Il y a une saison de ça. Mais voilà, 82 matchs, bon on n'en attendait pas moins de Mikal, mais est-ce que pour autant il aurait pas pu être... Enfin, idéalement, s'il n'y avait pas ce record, si cette série s'était arrêtée plutôt à l'époque des Suns ou à l'époque des Nets, est-ce qu'on n'aurait pas été le mettre au frais un petit peu dans cette dernière semaine pour que lui aussi retrouve un petit peu d'énergie à l'approche de ses playoffs? Qu'est-ce que t'en penses toi de ce cas Mikal, de ce marathonien Mikal Bridges? Rien de spécial. Rien de spécial, allez. Bah, rien de spécial, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, bon, bah, il fait ce record-là. Bah, ouais, écoute, c'est un record qui doit plaire à Thibodeau, donc bah, c'est bien. Donc, voilà, ça peut le faire jouer. Bon, à Thibodeau, peut-être à Mikal en premier, quoi. Bah, sinon, le coach le ferait pas jouer si, tu vois, si aussi il n'était pas dans le même délire. Donc, tu vois, il pourrait dire à son joueur, écoute, on s'en fout en fait que tu viennes, c'est pas là le sujet. Alors, le coup des 6 secondes du match face aux Nets. Bon. Ouais, bah, il n'y a pas que les 6 secondes, il y a aussi le match, contre Cleveland, le match contre Boston, il y a enfin, tu vois, il a joué toute la semaine. Tu vois, Ouais. Contrairement à OG, à Hart ou quoi, tu vois, lui il a joué toute la semaine. Donc si en fait, tu vois, ça correspond aussi à la philosophie du coach finalement de toujours être à fond, de jouer tous les matchs. Donc voilà, c'est bien, ils s'entendent bien, tant mieux. Bon, alors justement, ces 4 matchs de la semaine, on avait quoi au programme? On avait un programme assez corsé. On avait des équipes
playoffables, presque toutes, en dehors de nos voisins des Nets. On avait des équipes leaders de cette conférence, avec cette double confrontation, avec un petit match d'écart entre Boston et Cleveland au programme. Et on avait les Detroit Pistons qui voilà, font une séance de préparation, bonne ou pas bonne à voir, avec un déplacement dans le Michigan. C'est Michigan, un des trois. Oui, Michigan. Et puis pour finir, donc les Brooklyn Nets. Donc 4 matchs. Bon, nos pronostics, hein, on espérait augmenter un peu plus significativement le record des 50 wins sur cette saison. Malheureusement, 51 victoires, 3 défaites pour commencer, un back-to-back au milieu de tout ça, un back-to-back Detroit-Cleveland. Premier match de la semaine, c'était au Garden, c'était face aux Boston Celtics. Des Boston Celtics au complet, au détail près de Al Horford, qui était resté sûrement un petit peu fêter le titre des Florida Gators en NCAA avec son ancienne université, on va dire ça comme ça. Mais autrement, voilà, des Boston Celtics au complet qui avaient envie de jouer, mais pour lequel on a eu un Jaylen Brown qui a fait qu'un bout de match. Un match qui a été long, puisqu'un match qui a été en prolongation. Les Knicks étaient quand même plus présents dans cette rencontre qu'ils n'ont pu l'être sur les 3 matchs précédents. C'est une certaine forme de note positive qu'on peut tirer sur cette rencontre. Alors oui, ça se solde par une défaite, en prolongation. Donc on va dire que ça fait doublement mal. Les Knicks avaient jusqu'à présent un bilan positif dans les matchs joués en prolongation. Il reste toujours positif, même malgré cette défaite face aux Boston Celtics. Mais voilà, c'est la deuxième fois où il s'inclinait en prolongation. Un match qui s'est joué dans les derniers instants du temps réglementaire. On se souvient de ce shoot un petit peu plein de classe de la part de Jason Tatum avec OG Anunoby en défense, qui fait pas la faute, qui regrette après coup de ne pas avoir fait la faute, qui lui permet d'égaliser. Surtout que t'as pas de temps mort, donc en fait t'as ce panier, je crois que c'est Joe Hart, sur une passe de Brunson, De Jalen Brunson, qui permet de repasser devant. Et là Mazzulla prend pas de temps mort. On repart directement depuis la ligne de réparation, et puis là donc il remonte tout le terrain en mode peinard. On a 3 points d'avance, et puis on le laisse faire sa petite tambouille, et puis on oublie que c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de la planète qui peut marquer sur n'importe qui. Et il a marqué sur OG Anunoby parce que Tatum est trop fort. Et voilà. OG Anunoby qui était en mission défensive sur ce match, il était moins offensif qu'il a pu l'être sur les précédents jours. Après, oui, OG, mais il y a aussi des indications, il y a aussi comment dire, il y a aussi des choses à dire de la part du banc qui doit dire fait faute. Tu vois, à ce moment-là, on voit Mitchell, c'est son rôle au coach de dire les choses. Tu vois Mitchell Robinson qui dit fait faute, pas 3, pas de 3, il lui dit. Mais c'est pas à lui de dire ça. On a un mec qui est comme ça et qui regarde. Mec, t'es payé pour donner. Il y a un préco, ah oui, c'est vrai. Bon. Alors, il y a le côté, c'est pas la mentalité NBA de faire faute. C'est faux, il a déjà fait ça. Non, mais il y a des gens qui disent ça, c'est pas la mentalité NBA de faire faute et tout. On se souvient en gros d'un Popovic en finale NBA face au Heat, qui fait pas faute, on se prend un 3 et voilà, bon bref, l'histoire après elle est faite. Ça arrive, Spoelstra qui avait dû aussi, je crois, déconner sur des matchs. Il y a des... Ça arrive à tous et sur ce match, effectivement, on a un match accroché, on a un match disputé. Les Knicks étaient vraiment dans la bataille sur ce match. C'était un match plaisant, à la fois à regarder par rapport à... On s'est fait ouvrir par Porzingis qui a fait tout ce qu'il a voulu. Parce que on ne défend pas cette foutue ligne à 3. Donc forcément, ça nous donne des boulevards à 3 points. Et quand une équipe aussi chaude que Boston, qui finissait en plus cette saison en boulet de canon, commence à rentrer dedans. Alors, on a certains joueurs qui ont été en difficulté, mais que quand tu commences à donner la confiance à un mec comme Porzingis, ça, tout de suite, ça commence à être plus fort, quoi. Alors, donc, ça décharge, c'est vrai que c'est toujours compliqué de défendre un mec aussi grand, mais quand on le laisse ouvert, bon, oui, forcément, il va prendre ses tirs dans le fauteuil, il les prend de très très loin. Il n'en a pas pris qu'un, il a été, lui, en très très grande réussite à 3 points. Ça a été moins le cas des autres artilleurs que sont peut-être White ou Tatum. Mais oui, effectivement, bon, on sait que les Celtics aiment jouer à 3 points.
C'est pas forcément le jeu que tous apprécient regarder. Ceci dit, dans des soirs de réussite, et ça a été le cas par Porzingis, ça fait la différence. Les Knicks ont mieux existé et j'ai bien aimé aussi la meilleure implication de, comment il s'appelle, Karl Anthony Towns, là où il avait été très transparent sur toutes les confrontations précédentes. Là, il s'est montré d'entrée de jeu, offensivement parlant en tout cas, présent. Ça a permis en tout cas de mettre les Knicks dans la bonne voie en début de match. Malheureusement, ça n'a pas suffi sur la longueur. La prolongation, et ben voilà, il y a aussi le métier qui parle et le talent côté Celtics. C'était un duo côté Knicks en tout cas. Mikal encore un petit peu en retrait. Ouais, voilà. Et puis un Josh Hart qui va nous faire du Josh Hart en double-double. En bonne présence. OG, ouais, ce que je disais, OG qui était très rayonnant sur les dernières semaines avec des gros volumes de scoring. Bon, là, voilà, il n'y a pas eu cette réussite non plus, il n'y a pas eu cette présence au scoring, même s'il a eu une présence défensive. Il s'en est voulu sur cette dernière action défensive. Et à raison, pardon. Il se fait plus ou moins crosser, et, il se prend ce 3 qui égalise. Qui fait mal à la tête, mais les Knicks avaient normalement matière à gagner avant. Il y a aussi Tatum qui a loupé l'égalisation avant au lancer franc. Donc voilà, ça c'est un match qui se joue sur des détails, c'est un match en configuration de playoff. Il y a cette faute à 3 sur Tatum de la part de Giannunobi aussi, qui leur permet de recoller au score. C'est dommage, on a raté une occasion de pouvoir se rassurer enfin contre un gros, quoi. Oui, parce que ça aurait pas changé la donne en se disant que Boston est plus fort que New York, ça là-dessus, on n'a aucun doute là-dessus. Ça aurait pas rééquilibré le bilan, une victoire, même si on avait pris également le match à Cleveland, ça aurait pas changé la narrative de cette saison que les Knicks ont été en difficulté face à ces équipes. Il y a eu, en tout cas, sur ce match, en tout cas, une opposition complète de la part des Knicks. Il ne manquait pas de joueurs, hein. Il n'y avait pas, en dehors de Ariel Porti, qui aura un rôle forcément réduit, mais on avait du Mitchell Robinson, on avait du McBride, on avait du Payne en sortie de banc, on a eu les titulaires qui ont pu jouer leur temps de jeu habituel et forcément augmenté avec le volume de la prolongation. Donc voilà, les Knicks étaient au complet pour pouvoir lutter et défier ces Celtics. Les Celtics qui, eux, ont eu... Je ne sais pas sur le moment si c'était de la blessure, si c'était une mauvaise passe de la part de Jaylen Brown, mais il a été benché sur une grande partie de la fin de la rencontre. Je viens de te dire, et peut-être que tu n'as pas entendu, il a un souci au genou. Oui, mais il a fait quand même ses 22 minutes sur la rencontre. Ouais, mais parce qu'il était aussi. Il était diminué. Diminué, justement. C'est une chose que beaucoup ont parlait en faisant des previews de playoffs ou quoi. C'est de se dire comment va se comporter Jaylen Brown, notamment avec sa blessure au genou. Donc, forcément, c'est sûr qu'un joueur de basket, quand il est blessé, notamment, surtout en plus lui, qui est quand même assez explosif comme joueur, sur les membres inférieurs, tout de suite, c'est très handicapant, quoi. Il avait été annoncé à un temps out pendant une période relativement longue avant les playoffs. Finalement, il avait repris la compétition. Bon, voilà, après, une équipe des Boston Celtics qui avait rien à gagner, rien à perdre non plus sur ce match-là. Voilà, leur deuxième place était assurée. Effectivement, ils sweepent les Knicks en régulière. Est-ce que les deux équipes vont se retrouver en playoff? C'est possible, théoriquement. On verra si leur chemin d'aventure leur permet de se recroiser. Voilà. Les Knicks ont normalement construit un effectif pour rivaliser, pour essayer de défier les Boston Celtics en saison régulière. On n'a aucune garantie, aucun motif de satisfaction en tout cas pour penser qu'on en est capable. Derrière, déplacement dans le Michigan à Détroit. Détroit qui en était également sur un bilan de 2 victoires contre une défaite face à ces c'est New York Knicks. Sur un match sur lequel, premier match de back-to-back, il y avait quelques absences côté Knicks, en la personne d'Oggi Anunoby, Josh Hart et Mitchell Robinson. Bon, Mitchell Robinson, on le sait, il est sur cette saison et sur cette reprise depuis sa blessure en restriction de minutes pour ne pas user son corps qui est relativement fragile. Et on avait donc Precious Achiuwa qui startait aux côtés de Karl Anthony Towns, un Bridges, un McBride dans le 5 et un Jalen Brunson. Et en sortie de banc, PJ Tucker. PJ Tucker qui a été plus souvent utilisé sur ce match-là pour dépanner
par rapport au problème de faute qu'a pu rencontrer Karl Anthony Towns sur cette rencontre, en l'occurrence. Voilà, donc là on avait aussi une autre opposition qui était intéressante, un peu en répétition par rapport à ces playoffs. Les deux équipes étaient supposées se rencontrer et le destin a fait qu'elles vont se rencontrer. Les Bucks étaient un temps potentiellement les adversaires des Knicks au premier tour. Ça ne sera pas le cas, ça sera bien les Pistons. Une équipe des Pistons qui est jeune, qui réalise une très belle saison, qui passe des bas-fonds de la conférence Est et de la Ligue à cette 6e place synonyme de qualification directe en playoff, donc bravo à eux. Et une opposition eh bien, qui a encore tourné à l'avantage des Detroit Pistons, même si le match a été plutôt équilibré, plutôt accroché pendant un gros moment. Les Knicks ont tout de même entamé le match en tête, mais pas suffisamment en tout cas pour se mettre à l'abri définitivement dans la rencontre, et au point même que les Pistons se sont imposés sur le score de 106-115. On va reparler des Pistons sur la seconde partie de l'émission, puisqu'on va refaire un petit peu une rétrospective, une preview en tout cas de la série, et on parlera des différents matchs qui ont opposé ces deux équipes cette saison. Mais encore une fois, les Pistons qui infligent 115 points aux Knicks. Les Pistons arrivent à scorer, arrivent à se défaire de la défense des Knicks. Sur cette rencontre, on a Karl Anthony Towns en 25-10, on a un petit GB, 15 points, 2 passes, 2 rebonds, 5 passes. Et on a notre Mikal Bridges à 17 points, un Precious qui est plutôt correct, plutôt très bon même sur cette rencontre, 40 minutes c'est beaucoup pour lui, mais 18 points et 10 passes, 10 rebonds, je me mélange dans les lignes de stats. Et un McBride à 12 points. Sur le banc, il faudra compter sur du Shamet à 9 points. Sur un Delon Wright qui a joué aussi un peu, il est revenu de par les blessures des autres joueurs cadres. Bon, sans scorer, mais 13 minutes. Et on a un PJ Tucker, 27 minutes. Je ne sais pas s'il était prêt, physiquement à son âge avancé. Il était, autant de temps. En tout cas, il y avait la cafetière qui chauffait. Ouais. On sentait que c'était dur par moment. Il avait déjà un petit peu chaussé les baskets un petit peu plus tôt dans la saison, mais vraiment par parcimonie. Là, 27 minutes, c'était une grosse utilisation. Bon, après tout, il est payé, il veut jouer, il a des baskets pour, donc vas-y. Mais voilà, bon, c'était plutôt symbolique qu'autre chose, même si on va le revoir un peu plus tard dans la semaine et sur la fin de cette saison. Qu'est-ce que t'en as retenu? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match face à Détroit? Est-ce que c'était aussi un peu un côté de poker menteur, on dévoile sans dévoiler? Il manquait des joueurs significatifs, c'était pas plus mal de les laisser au repos aussi. Il y avait un back-to-back et une autre affiche intéressante à suivre. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? C'est une défaite, certes, mais au-delà de ça, dans le jeu proposé, pas plus, parce que on avait fait quand même pas mal tourner, donc eux sont arrivés au complet, en sachant qu'ils étaient quand même sûrs de leur force. Nous, on se passe de joueurs cadres, on était en back-to-back, forcément, tu perds, quoi. Donc c'était une défaite. C'était une défaite presque logique, quoi. Au niveau des back-to-back cette année, faudrait regarder. On en a gagné combien en tout cas, le second match. J'aimerais savoir combien on en a gagné. Faudrait que je regarde la prochaine émission. C'était le premier du back-to-back. Le second match était celui de Cleveland. Mais en tout cas, effectivement, les bilans au global des back-to-back sont pas très bons, quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir. Sont pas très bons. Sur cette rencontre, côté Pistons, on a encore un très bon Cade Cunningham, 36 points, bien secondé par Jalen Duren, qui n'a pas joué beaucoup, mais le peu de temps qu'il a pu jouer, à savoir 25 minutes, il a su faire des dégâts dans la raquette, 18 points, 13 rebonds. Et puis on a vu aussi Isaiah Stewart, il a eu ses 22 minutes, il n'a pas forcément scoré, mais il a quand même posé quelques difficultés aux intérieurs des Knicks. Donc ça sera à surveiller dans la série qui s'annonce. Mais voilà, une défaite dans le Michigan. Derrière, déplacement chez qui? Chez les leaders de la conférence Est. Non pas déplacement chez les leaders, mais réception des leaders au Madison Square Garden. Il n'était pas au complet, il n'y avait pas Donovan Mitchell. Donc sur le papier, c'est un peu plus prenable, parce que Donovan Mitchell, c'est quand même le joueur star de cette équipe. Est-ce que c'est le meilleur joueur des Cavs?
à voir. En tout cas, sur cette rencontre, il n'y a pas eu besoin de lui et les Cavs ont réussi tout de même à s'imposer grâce à un très bon Garland, grâce à de très bons passages de Evan Mobley aussi. Jarrett Allen a fait son travail. Et les Knicks ont été un peu plus présents dans cette rencontre. C'est une défaite sur un court écart à la fin, 102 à 108. Une défaite, encore une de plus. Et oui, retour de Ochi Anunoby, de Josh Hart sur cette rencontre, mais pas de Karl Anthony Towns. C'est Mitchell Robinson qui est titularisé sur cette rencontre face aux Cavs. Et en backup, on va retrouver du Achua, on va retrouver du Shamet, du Payne et du Bright sur le banc. Bon, bah là encore une fois de plus, ça se joue sur la fin. C'était un match accroché. On a pensé que les Knicks auraient pu enfin une fois s'imposer face à ces Cavs. On aurait peut-être mis un astérix en se disant bon bah il n'y avait pas de Donovan Mitchell, voilà, donc ça peut être à nuancer. Mais non, au final, les Knicks lâchent la rencontre dans la fin de la partie. Sur les derniers instants, ça se joue à 1 minute 23, il y a juste une possession d'écart, il y a 102-104. Mais Garland, il s'est baladé quoi, dans cette défense. Quoi. Garland, il a fait ce qu'il voulait, c'était le bon Garland. On se souvient du Garland face aux Knicks il y a 2 ans, en playoff, qui était un peu passé à travers sa série. Il se passe des choses en 2 ans. Après, voilà, est-ce qu'il fera de bons playoffs? Est-ce que les deux équipes vont se rencontrer? Ça, on l'espère, ça voudrait dire finale de conférence. Mais c'est pas gagné. Et encore une fois, les Knicks ont été mis en difficulté aussi sur des artilleurs à 3 points. On pense à Max Strus, qui score de loin dans les instants qui font la différence. Ah ben c'est simple, dans le 4e, quand j'ai vu que Strus commençait à marquer, j'ai su que c'était terminé. Ça n'allait pas basculer dans le bon sens. Parce que vu qu'on, je sais que je me répète, hein, c'est redondant, mais vu qu'on ne défend pas cette ligne à 3 points, dans la NBA actuelle, c'est suicidaire. Donc que quand en fait Strus a commencé à régler la mire, et à un moment donné, donc quand il a marqué, je crois que c'était pour recoller au score ou pour passer devant. C'était un des 2 paniers. À ce moment-là, j'aurais dû l'écrire sur un bout de papier, l'euro daté. J'ai su que c'était fini. Et ça n'a pas loupé, on a perdu le match. Parce qu'après, voilà, on ne défend pas cette ligne. On veut avoir un contrôle du rebond, mais même au rebond défensif, on se fait bouffer des fois. Il y a des matchs où les ballons, comme dit Chris Singleton de Beansport, ça s'appelle les ballons 50-50, là, comme il les appelle. En fait, ces ballons-là, on les gagne pas, ça donne des secondes chances. Et vu qu'on défend pas cette ligne, on prend le panier. Et ce match, on le perd à la fin. Et je sais que ces victoires ne veulent pas dire grand-chose. Je l'ai déjà entendu notamment sur les spaces de Chappie. Et que oui, c'est bien, il faut faire du frais, c'est important avant l'arrivée des playoffs et compagnie. Mais c'est bien aussi déjà pour le moral de se rassurer, de se dire on peut les battre ces équipes, même s'il manque Donovan Mitchell, mais on peut quand même les battre parce qu'il y a quand même encore du beau monde présent sur ce parquet. Et puis de ne pas arriver avec une spirale négative de défaite. C'est-à-dire que là, notre 5 arrive en playoff avec des doutes. Et je parle de notre 5 parce que je parle pas du dernier match contre Brooklyn parce que personne. Mais je parle de notre. On va en parler vite fait, mais bon voilà. Je parle de notre 5 arrive en playoff avec que des défaites dans la dernière semaine. Et je sais pas si c'est le meilleur moyen pour préparer une nouvelle compétition. De se dire non mais c'est pas grave. À la fois, on va dire sur le bilan comptable, sur le côté ranking dans la conf, c'était fait. Donc sur ce côté-là, les victoires, les défaites influent plus trop sur le résultat global. Ceci dit, pour la dynamique, pour la confiance en soi, bah oui, effectivement, t'as perdu contre Boston, t'as perdu contre Détroit, t'as perdu contre Cleveland. Donc ça fait tâche, c'est gênant. Ça veut pas dire qu'on les aurait gagnés ces 3 matchs, super, on va rouler sur tout le monde dans les playoffs, mais ça fait que tu cogites un peu plus. Ça fait que tu te dis, mince. Tu te dis, je peux le faire, je peux le faire. Là, en fait, tu as un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que là, tu finis la saison régulière avec un sweep par les Cleveland Cavaliers, un sweep par les Boston Celtics et 3-1 contre Détroit. Et là, tu te dis, c'est chiant. Parce que c'est des équipes que tu peux être amené, si on doit voyager loin en playoff, tu peux être amené à les rencontrer toutes.
en commençant par celle du Michigan. Et tu te dis, et aucune de ces équipes-là, on est arrivé à prendre le dessus durant la régulière. Alors on a gagné le premier match contre Détroit, mais on perd les 3 suivants. Contre Boston, on a failli gagner le dernier. Celui d'avant était un petit peu accroché aussi, mais on a pris quand même un blowout. Bref, tu t'es fait détruire sur tous les matchs contre Boston, tu t'es fait détruire sur tous les matchs contre Cleveland. Et tu vois, Bon, détruire, sur les blowouts, là, le terme détruire est approprié. Sur les derniers, il y avait plus oui, match, mais on les perd quand même. On les perd mais quand même. Donc à la fin, le bilan, il est de 0-4. il y a quand même parmi les matchs contre Boston et Cleveland, il y a quand même Des gros blowouts, on n'a pas existé. des Ouais. belles roustes, quoi. Il y a quand même des Ouais. belles roustes, quoi. Et, Des belles roustes, indéniables. Après, sur cette dernière semaine, malheureusement, c'est de la défaite. Malheureusement, c'est pas bon pour le bilan comptable, pour la dynamique, pour se dire oui, on a un basket qui tourne, on est confiant dans notre jeu. Alors, à la fois, c'est un mal pour un bien. Ça va leur dire bon, bah les gars, de toute façon, regardez, vous avez perdu vos matchs en régulière. Il va falloir plus que redoubler d'efforts. Il va falloir plus être que combatif. Il va falloir trouver des solutions par vous-même, par le staff, partout. Parce que voilà, la dynamique, elle est pas bonne. On pratique pas notre meilleur basket au meilleur moment. Après, est-ce que ça va venir en playoff? À voir. Est-ce qu'il y aura un déclic? Est-ce qu'avec l'adversité? Bon, on verra. Ça, c'est une autre compétition. Mais c'est sûr que c'était pas la meilleure façon de finir cette régulière. Les effectifs ont fait tourner. Effectivement, pas de Donovan Mitchell côté Cavs, pas de Karl Anthony Towns côté Knicks. Bon, est-ce que ça aurait changé beaucoup radicalement On n'en sait rien. Ça reste une défaite. Et c'est dommage. Ceci dit, il restait un dernier match. Sur ce match, tout de même, face aux Cavs, on peut noter l'apport du banc pour une fois, même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs du banc qui ont contribué, il n'y a que 4 joueurs qui ont joué, et on a 12 points de McBride. Bon, bah voilà, c'est un peu le McBride qu'on espère avoir chaque soir, avec des pourcentages plutôt corrects, sur un temps de jeu pas très très long, mais admettons. Et 15 points de Landry Shamet, qui retrouve doucement mais sûrement de l'adresse, et à 3 points. Alors bon, des fois, excès de confiance, il va arroser un peu plus que nécessaire, mais 5 sur 11 et 15 points en sortie de match. Ça fait 27 points en sortie de banc. C'est assez rare. Je ne sais pas si le banc des Cavs sur cette rencontre-là a scoré autant ou plus, peu importe. Mais on n'est pas habitué à ce volume-là de points, en tout cas en sortie de banc. Donc Shamet, un joueur en forme sur cette fin de saison régulière qu'il faut relativiser. Mais un shooter qui retrouve de l'adresse, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est plutôt positif, oui. C'est plutôt positif. Et pour finir, il y avait un match, déplacement chez les Brooklyn Nets. Ça pourrait ressembler à un match de Summer League, hein, tant il y a des joueurs, on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas ce qu'ils font là côté Nets. Et puis côté Knicks, on a sorti une équipe B, C, D, je ne sais pas trop. On avait PJ Tucker en titulaire, voyons, pourquoi pas. Hein. On avait Precious Achiuwa qui avait décidé d'entrée de jeu de faire plutôt son match de l'année. Ça s'est calmé en seconde mi-temps quand même. Et puis on a un Campaign, on a un McBride dans le 5, on a un Michael Bridges qui vient nous faire 6 secondes, et on a un Landry Shamet qui va nous faire 40 minutes. Bah oui, tu comprends, il n'y a pas Michael. Et donc les Knicks qui ont été quand même accrochés sur cette rencontre, ça démarre pas trop mal. Même si voilà, on sait que c'est un peu le genre de match un peu champagne par moment, un peu brouillon, voilà, avec des joueurs qui sont pas forcément habitués à jouer ensemble, que ce soit côté Knicks que côté Nets. Donc c'est des matchs où on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Les Nets ont joué le jeu, bravo à eux, ils se sont accrochés. Bon, voilà, on sait que la saison elle était terminée pour Brooklyn depuis un moment, mais voilà, face à New York, ça aurait peut-être été une autre équipe, ils auraient peut-être lâché l'affaire, jeté l'éponge un petit peu plus tôt. Face à New York qui venait chez eux, il y avait peut-être une petite envie de bien finir. Et ils ont accroché les Knicks, hein. Les Knicks ont dû s'employer plus que ce qu'il fallait pour pouvoir avoir un petit écart qui soit à la fin un écart suffisant pour s'imposer. C'est une victoire sur le score de 113 à 105. Ça a été compliqué quand même. Merci en tout cas à Landry Shamet encore une fois d'avoir arrosé de loin. Il termine la rencontre avec 29 points. Il est à 2 unités de son record en carrière qui était à 31 points. 7 sur 13 à 3 points. Un bon Landry Shamet, quoi. Hein. Bon Landry Shamet. Alors, il mettra pas souvent 29 points en sortie de banc. Là, il avait plus un rôle de titulaire à la place de Michael qu'un rôle
de joueurs de la seconde unit. Mais voilà, en tout cas, ça souligne en tout cas sa bonne passe en termes d'adresse, en termes de shoot extérieur. Precious Achiuwa, ce que je disais aussi, ouais, plutôt bon d'entrée de match, mais il s'est retrouvé à être moins efficace par la suite. Payne, 21 points. Bon, ok. Et puis McBride, 17 en tant que starter. Suffisant pour s'imposer face à ces Brooklyn Nets, dont le meilleur joueur, je sais pas qui, lequel a été. Claxton, peut-être. Ouais, peut-être. Mais voilà. C'était la 51e victoire. Heureusement qu'on la prend, parce que sinon, ça aurait fait le même bilan que l'année dernière et finir par un 0-4. Bon, voilà, là, c'est symbolique. On était pas loin. Youhou, 51, quoi. Bon, c'est du pareil au même, quoi. On était pas loin, hein. On était pas loin. Ouais, moi, c'est ce que je disais, hein. Je disais 0-4. Hein. Mais après, à première mi-temps, Thibodeau fait pas mal tourner. Oh. On se retrouve avec Kolek, pas comme Dadier qui joue. Deuxième mi-temps, il fait plus tourner. Il fait tourner, mais par contre, il a un nouveau coach qui s'appelle Kevin McCullar. C'est ça, ouais. Qui a beaucoup joué sur la deuxième mi-temps. Et à vrai dire, j'ai été plutôt séduit par Kevin McCullar, en tout cas sur ce match. J'avais bien aimé quand il l'avait fait jouer sur un match. Il avait eu 5 minutes environ, un truc comme ça, puisqu'il avait marqué son premier panier. Et on se rappelle encore, Jean-Charles avait récupéré le ballon, lui avait donné. Alors qu'il avait fait un triple-double sur le match, mais lui avait donné le ballon. Donc, voilà, et à ce match-là, le panel de minutes était beaucoup plus important. Donc, on a pu voir ce que ce garçon peut amener. Et à vrai dire, ce garçon a beaucoup d'énergie à pouvoir amener. Comme dit un copain qui se reconnaîtra, c'est un Josh Hart du pauvre, le Josh Hart de Wish. Ouais, il termine à 8 rebonds. Hein. Un mec, 8 rebonds. Ouais, un mec qui va chercher du rebond, un mec qui fait de la passe, un mec... Alors, c'est sûr que là, pour l'instant, au niveau du scoring, je crois qu'il finit avec 4 points. Mais c'est un joueur que c'est un energizer. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à voir l'année prochaine si le coach compte toujours le conserver, ou en tout cas s'il sera toujours là. Mais je pense que c'est quelqu'un que si Thibodeau est toujours là l'année prochaine en tant que head coach, c'est quelqu'un qui peut totalement être dans l'ADN du coach, ce type de joueur-là. C'est-à-dire un joueur qui va se donner à 110% dès qu'il va rentrer sur le terrain. Il faut savoir que Kevin McCullar, quand même, était un joueur qui, avant sa blessure au genou, était quand même quelqu'un qui était annoncé premier tour. Donc c'était un joueur avec un certain talent. Il a eu une blessure durant sa dernière saison NCAA qui était de très bonne facture, qui l'a malheureusement fait chuter dans ses mocks et dans sa draft, puisqu'il tombe à la fin dans les dernières places du second tour. Et c'est un joueur qui, en tout cas, pourrait dans l'avenir être un joueur plutôt intéressant à bas coût. C'est typiquement le type de joueur que on peut... Ah, la McBride. Voilà, exactement, à développer. Pas cher. Un joueur pas cher qui va t'amener ses minutes, qui va t'amener sa défense. Moi, je sais que il a joué 18-20 minutes. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Ça m'a beaucoup plu ce qu'il a proposé. Ce qui était intéressant, voilà, il fallait essayer de trouver des éléments pour se passionner pour ce match. C'était pas forcément évident. On le dit, il a pris plutôt pas mal de rebonds. Il prend 8 rebonds, c'est un de moins que Precious Achiuwa qui en joue 33 minutes. Donc voilà, donc c'est aussi dire qu'il avait une présence et une attention sur ce match pour au moins se rendre utile. Et c'est aussi intéressant de voir que à un moment donné, c'est Dadier qui rentre et qui joue un petit peu, et que à la fin, c'est plutôt Kevin McCullar qui a ce temps de jeu en fin de rencontre, et Dadier reste sur le banc. Dadier, il a joué il a joué première mi-temps, il a joué 2. Ouais, il joue 11 minutes. 11 minutes. Et il a plus joué après en deuxième mi-temps. Il est plus rentré comme Kolek. Kolek, pourtant, Kolek a plutôt été bon, mais à distance. Il a fait jouer Delon Wright. Il a fait jouer Delon Wright sur 20 minutes sur cette rencontre. Bon, donc après voilà, on a vu des choses intéressantes. C'est pareil, Ariel Porti, sur les passages qu'on a pu avoir en début de saison avant sa blessure, c'était plutôt intéressant. C'est des rookies, il y a un temps aussi de développement qui est compréhensible, adaptable et nécessaire pour pouvoir prendre la mesure de ces role-players. Donc à voir, effectivement, là où les Knicks ont peu de marge de manœuvre, l'utilisation de ces rookies, il y en avait beaucoup cette saison, hein, parce que
collègues, Dadier, Hugh Porty, Kevin McCullar, et puis on a récupéré ce Watson là dans le trade de je ne sais plus qui là, qui vient aussi de cette même cuvée de draft. Donc ça fait 5 joueurs. De Jacob Topin quoi. Il a de fausses. Ouais, avec un peu cette touffe folle. Mais voilà, donc ça fait beaucoup de jeunes qui ont du mal à pouvoir s'intégrer tout de suite dans une équipe qui a de l'ambition et qui a peu de temps à leur donner. À voir, en tout cas, ça pourra être utile. Si c'est Josh Hart du pauvre, ben, ça pourrait, pourquoi pas, être un backup de Josh Hart et l'aider un petit peu à souffler et ménager la monture vis-à-vis de Josh Hart. Donc on verra, bien sûr, ces observations, elles sont faites dans un contexte, sur un match. Il faudra en revoir. On en reverra sûrement en Summer League. On n'avait pas pu le voir en Summer League, ce Kevin McCullar, parce qu'il était blessé. On ne l'avait pas vu en pré-saison non plus, parce qu'il était encore blessé. Donc voilà, sa saison et son état de santé a lui permis de retrouver la compétition. Et ben, c'est toujours bien de se montrer un petit peu sur ce genre de match. Ça permettra de garder un petit souvenir dans le coin de la tête quand il faudra redonner des minutes. Et puis s'il performe à chaque fois qu'il a ces quelques opportunités, et ben, il réussira, je pense, à gratter quelques minutes dans un roster NBA. En tout cas, voilà, les Knicks finissent à 51 wins. Bon, dans tout ça, avec une semaine avec plus de défaites que de victoires, on a essayé de trouver un joueur de la semaine. Il y a eu pas mal de rotations aussi dans les ménagements des joueurs et des hommes. Jalen Brunson ne joue pas le dernier match. Tant mieux, il avait déjà fait ses 65 matchs de saison régulière. Donc il n'y avait pas besoin d'aller l'exposer sur un match où il n'y avait vraiment plus rien à gagner. Puisqu'en plus, on peut le dire, hein, les Pacers avaient perdu un peu plus tôt et donc abandonné cette troisième place définitivement aux Knicks. Donc il n'y avait aucun enjeu sur cette rencontre, si ce n'est de sweeper les Nets. Mais bon, ça c'est encore assez anecdotique. Donc voilà, du Towns qui a été mis hors pot, du Josh Hart qui a été mis hors pot, du OG qui a été mis hors pot. Mikal, il a fait tous les matchs de la saison, mais il n'a pas été non plus transcendant sur les matchs sur lesquels il a joué avec un temps de jeu significatif, hein, pas 6 secondes. Mitchell Robinson, on n'a pas beaucoup parlé. Bon, voilà, il est ménagé. Un retour à apprécier sur la pointe des pieds. Je serais tenté de dire oui, il y a la présence, oui, il y a l'intérêt à avoir son apport défensif, mais il n'a pas non plus crevé les écrans sur cette semaine. Donc, c'était compliqué de sortir un joueur. Mais on s'est dit, allez, pour son retour d'adresse, on va honorer pour cette fois-ci Landry Shamet. Et puis entre autres son dernier match à 29 points. Ah, il n'était pas loin d'égaler ou voire dépasser son record en carrière, ça aurait été sympa. Il aura sûrement pas autant d'opportunités pour la suite de la saison. Un Landry Shamet qui, voilà, les Knicks ont cru en lui. Lui ont laissé le temps de revenir après sa blessure à l'épaule en début de saison, lui avait trouvé un petit spot en pré-saison et on ne savait pas, il était en concurrence avec Morris, avec Ukeke, avec DJ Warren. Finalement, c'est bien lui qui a gardé ce spot de backup et de sniper. À voir en playoff si on arrive à lui trouver du temps de jeu, s'il est présent dans la rotation ou pas. Ces derniers temps, en tout cas, c'était le cas. Et puis, voilà, une adresse retrouvée pour un shooter qui arrive avant les playoffs. Là, pour le coup, c'est peut-être la seule bonne nouvelle à l'entame de ces playoffs, d'avoir un peu de confiance sur ce joueur. De là à dire que c'est lui qui fera sauter les défenses adverses parce qu'il sera laissé libre au large. On va peut-être pas non plus s'emballer trop vite sur Landry Shamet. Mais voilà, on a peu récompensé de joueurs du banc cette saison dans nos Nick of the Week. On fera le bilan et la rétrospective très prochainement. On a dû avoir McBride peut-être. Ouais, je pense McBride, on a dû l'avoir une ou deux fois, j'imagine. Je sais plus. On fera l'exercice en tout cas. On fera l'exercice de savoir s'il y en a d'autres du banc qui ont pu avoir cette honneur. J'avais soumis Delon White, mais il était dans le sec. Il y a 2-3 émissions de ça. Ouais. Il avait une mention honorable. Donc voilà. Là, pour le coup, bon, on n'avait pas trop d'autres grosses mentions honorables. Donc ça sera Landry Shamet pour nous cette semaine. Bon, la rétrospective, la régulière, c'est finito. On oublie. Là, maintenant, tout le monde repart à 0-0. Il y en a qui ont l'avantage du terrain, il y en a qui ne l'ont pas. Et ben, on va regarder ça tout de suite sur le programme et sur les playoffs. C'est parti. Et oui, les playoffs, c'est maintenant. Ça y est, c'est fini la saison régulière. On oublie les brackets. On les connaît presque.
On a vu en tout cas les numéros 7 de chaque conférence valider leur ticket pour les playoffs. Le match pour la 8e place se déroulera dans les prochaines nuits. Donc on n'a pas encore le détail. Mais ça, de toute façon, ça n'intéresse pas les Knicks. Je suis pas sorti. Là, c'est... Mon bracket est toujours en vie pour l'instant. Ton bracket est en vie. Alors moi, mon bracket, je l'ai fait sur NBA.com. Et finalement, le résultat du play-in, c'est une équipe aléatoire. Il n'y a pas encore... Bref. À vos brackets en tout cas, qui sera champion, jusqu'où iront les Knicks, Ouais. qui va sortir vainqueur de l'Est, Ne qui va tapez pas sortir au vainqueur bracket. de l'Ouest. Prenez les paris. En tout cas, ça y est, c'est une série face aux Detroit Pistons. Là, une des équipes surprises. Est-ce que c'est la plus grosse surprise de la saison? Les Cleveland Cavaliers font une très belle saison. Ils terminent premier de l'Est. Voilà, c'est une très belle surprise aussi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde les placer en début de saison en tant que leader de l'Est. Mais Detroit, qualifié en qualification directe. Là, je pense que c'était une très grosse cote. Et bravo à eux, en tout cas, pour arriver là. Et ils vont retrouver les playoffs face aux Knicks. Les Knicks, les playoffs, on connaît maintenant. Hein. Depuis quelques saisons, on s'installe en playoffs. Cette opposition face à une autre franchise historique de la NBA, elle n'a pas eu lieu tant de fois que ça dans l'histoire des Knicks et des Pistons. Il y a eu 3 confrontations, si je ne dis pas de bêtises, face aux Detroit Pistons. Et le bilan, il y a au moins une série de gagnés pour les deux. Et je sais pas si... 92. En 92, les Knicks sortent les Pistons. sortent les Pistons. En 90, je crois que c'est l'inverse, c'est les Pistons qui sortent les Knicks. Et avant, elle devait avoir lieu beaucoup plus tôt. Je revérifierai dans mes livres d'archives. Et on ne sait plus si les Knicks ont passé ces Pistons à cette époque-là. Mais en tout cas, voilà, ça faisait longtemps que ces deux équipes ne s'étaient pas rencontrées. Vous vous rendez compte, 92, ça faisait longtemps que les Detroit Pistons n'avaient pas été en playoff. Ça fait longtemps que les Detroit Pistons n'ont pas gagné un match en playoff. Donc ça va être intéressant à suivre cette série. Alors, je l'ai. Donc, Tu l'as. ce sont les playoffs de 1984. 84, voilà. Et Non. qui avait gagné la série à l'époque? Et qui avait gagné la série? Donc, c'était au meilleur des 5 matchs. Les premiers tours, oui. c'était pas les 7. Et c'était Détroit qui l'avait gagné en overtime, le 5e match, qu'il avait gagné sur le score de 127-123 et qui gagne la série 3-2. Voilà un petit peu. Donc un avantage 2-1, 2 séries à 1 pour Detroit. Est-ce que New York va égaliser? On espère. En tout cas, À cette époque-là, bah, le gros joueur des Knicks n'était Bernard d'autre King. exactement, que Ouais. Bernard King. 84, c'est avant l'arrivée de Patrick Ewing. Et voilà, Bernard King s'était incliné face à ces Detroit Pistons. Les brackets, et ben voilà, les brackets, ils sont là. Hein, à peu de choses près, il nous manque plus que le 8e spot. Qui, OKC, va avoir comme adversaire? Memphis, Dallas, Sacramento. Qui, Cleveland, va avoir comme adversaire? Atlanta, Miami, Chicago. On le saura prochainement, on ne le sait pas encore. Donc voilà, Détroit, finalement, surprise. Est-ce que c'est une série sur les potentielles séries qu'on pouvait avoir, à savoir Pacers, Bucks et Détroit, même si ça s'est consolidé assez vite sur la fin là, de la régulière. Mais voilà, Détroit, c'est le tirage qui te plaît. Est-ce que tu aurais préféré plutôt les Bucks, plutôt les Pacers? Moi, j'aurais préféré plutôt les Pacers pour une revanche de l'année dernière. Est-ce que c'est un tirage qui me plaît? Non, clairement pas. Est-ce que j'aurais préféré les Est-ce que Bucks? c'est le tirage le plus dur? Est-ce que j'aurais préféré les Bucks? Peut-être. On les a sweepés les Bucks en régulier. Parce que tu joues les Bucks. Alors comme tu dis, bon, on les a sweepés certes, mais tu joues les Bucks qui sont malheureusement pour eux amoindris avec Damian Lillard. Ils ont une équipe, même si actuellement Giannis Antetokounmpo est exceptionnel et porte cette équipe, un joueur ne fait pas non plus une équipe. Et je pense qu'on était peut-être un peu plus fort pour pouvoir les battre. Là, ce qui m'embête avec Détroit, c'est que c'est une équipe en confiance qui, comme tu l'as rappelé l'année dernière, a un des pires bilans de la ligue et cette année finit top 6. C'est une équipe qui s'est créée une véritable identité de jeu, comme nous l'année dernière, en fait, une équipe combative, besogneuse, qui est au courant de ses faiblesses, mais aussi de ses qualités, avec un meneur d'hommes, un meneur de jeu qui a
pas explosé parce qu'il était déjà très fort, mais qui a su enfin assumer son rôle de leader et de franchise player de cette équipe, en la personne de Dante Cunningham, qui est vraiment, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est vraiment, il joue des deux côtés du terrain, les longs meneurs comme ça, enfin, j'aime beaucoup. Ouais. Et donc, moi, une équipe, quelque part, qui n'a rien à perdre, qui Plus dangereuse qu'une équipe qui qui va arriver avec un esprit de baston, parce qu'ils ont quand même des têtes brûlées hein, dans cette équipe, avec Isaiah Stewart, le jeune rookie Ron Holland, même si chiale, n'empêche que bon ben voilà, bon Dante lui avait mis les points sur les i, mais voilà. Enfin donc c'est une équipe quand même avec du talent, faut pas l'oublier, un Tobias Harris que moi j'aime bien, qui mettra toujours sa quinzaine de points. Un Tim Hardaway Jr. qui si tu lui laisses ouvert, il va te sanctionner à 3. Un secteur intérieur avec Jalen Duren plutôt intéressant. Donc cette équipe, c'est pas gagné. Moi je vais t'avouer, je suis pas hyper confiant. C'est pas parce qu'on a un bilan de 51 victoires qu'il faut se la raconter. On l'a vu cette année, et par les stats que j'ai données, et même si ta 10e équipe c'est pas vraiment la même que celle que j'ai, moi j'ai les stats par StatMuse au niveau des deux top 10. Oui, moi j'ai regardé sur NBA.com, mais voilà, bon, peu importe. Et moi c'est StatMuse, et même si la 10e équipe change, ça changera pas le nombre de pourcentage de victoires, ça changera pas. Ouais. Donc tu seras quand même à 37% de victoires sur les top 10 défensifs et 39% sur les top 10 offensifs. Ce que je voulais dire par ce stat-là, c'est que dès que tu as une équipe qui a une vraie identité, et c'est le ressenti que nous avons eu sur toute la saison, c'est que dès qu'il y a une équipe qui, à un moment donné, a su relever son niveau de jeu, on a bégayé. Et ça a été sur les 82 matchs. Dès qu'une équipe a su lever son niveau de jeu, tout de suite, on a connu combien de matchs où sur des séquences de 5-6 minutes, on marque pas un panier. Ah, plein. Et on se dit... Des trous d'air offensifs réguliers et contre n'importe quel type d'équipe en fait. Quoi. Ben voilà, donc moi, par tous ces aspects-là, ces playoffs ne me rassurent pas. On a su être fort avec les faibles, mais on a été faible avec les forts. C'est une formule qui revient assez facilement et qui s'applique tout à fait côté Knicks. Hein. On n'a pas... Le fait qu'on ait ce bilan mauvais contre certaines équipes et aussi contre Détroit, qui est une bonne équipe de la saison, qui en a attrapé plus d'un. Donc il va falloir avoir de la méfiance. Après, effectivement, les oppositions régulières, c'est pas des oppositions en play-off. On verra le fait d'avoir des matchs rapprochés, des match-ups et tout. Ça change des choses. Est-ce que Détroit est favori dans cette série ? Il y a aussi l'avantage du terrain qui peut des fois être un désavantage du terrain. Il y aura une pression à jouer au Garden. Cette pression, elle portera sur les adversaires, mais aussi sur les Knicks. Il serait dommage de s'incliner d'entrée de jeu. Ça mettrait une mauvaise pression sur les épaules des Knicks. Après, on a aussi des joueurs qui sont habitués aux playoffs. Il y a un peu moins d'expérience côté Pistons. Il y a des cadres, des joueurs d'expérience. On pense à Tim Hardaway Jr. qui était en finale NBA l'année dernière. Donc ça, c'est de l'expérience qui compte tout de même. Il y a du Tobias Harris qui a aussi de l'expérience, qui a joué les Knicks la saison dernière en playoff avec les Sixers. Donc voilà, ça jouera. JB Bickerstaff est un coach aussi qui a un peu d'expérience en playoff, c'est à noter. Mais ça sera le grand bain pour certains. On verra. Après, d'un point de vue talent, c'est vrai que souvent, on se dit qui a le meilleur joueur dans telle ou telle série. Les joueurs stars, les grands joueurs, les bons joueurs de NBA se révèlent ou élèvent leur niveau en playoff. On l'a vu par le passé avec ce monsieur-là, Jalen Brunson. Lui, il adore ces moments. Karl Anthony Towns, il y a toujours un doute sur lui qui plane sur ses capacités réellement à performer en playoff. On le verra très prochainement. Cade Cunningham, il va découvrir tout ça. Il a l'air d'avoir la tête bien faite, il a l'air d'avoir tout un tas de skills. Il est plutôt bien entouré aussi, donc voilà, c'est une équipe qu'il ne faudra pas prendre à la légère, c'est certain, sur ce premier tour. Je regardais un des derniers matchs qui avait véritablement compté pour les Knicks contre les Pistons, c'était le 13 janvier. Le 13 janvier, on les joue et ça se finit malheureusement par une défaite 124-119.
Euh, victoire au Garden. Victoire au Madison Square Garden de la part des Detroit Pistons. L'équipe starter des Pistons, c'est Jalen Duren, Tobias Harris, Ozar Thompson, Tim Hardaway Jr., Ken Cunningham. Et c'est plutôt pas mal. Avec quand même un Ken Cunningham qui finira le match à 36 points. 36 points, 4 passes de rebond. Et en sortie de banc, on se rappelle qu'il y avait un sniper qui s'appelle Malik Beasley. Et en sortie de banc, ça fait mal sur beaucoup d'oppositions. En sortie de banc, donc tu te retrouves avec une rotation. Là, ils avaient une rotation à 10 à ce moment-là. En sortie de banc, donc tu as le petit Ron Holland. Simone Fontecchio, attention, parce que l'italien, c'est quand même un sniper, faut pas l'oublier. C'est un joueur référencé en Europe qui a des vraies qualités basket. Marcus Sasser, Malik Beasley, tu l'as dit, hein, qui aussi est un joueur, un vétéran. Bah, c'est le deuxième meilleur scoreur des Pistons. Je regardais en fait. Alors il y avait auparavant Jaden Ivey. Il est blessé, mais. À ce match-là, d'ailleurs, il finit derrière Cunningham avec 20 points en sortie de banc. Mais même en régulière, c'est la deuxième menace offensive. Et je parlais des rares joueurs qui ont joué 82 matchs en saison régulière en amical. Les Pistons, ils ont Malik Beasley. Malik Beasley, il a joué 82 matchs aussi en saison pour 27 minutes. Quoi. Et ils ont Isaiah Stewart enfin pour la rotation intérieure. Donc c'est quand même une équipe avec des joueurs sérieux. Ils ont su entourer cette jeune garde par du vétéran confirmé. Ils ont ajouté un entraîneur qui ne se prend pas pour quelqu'un qui n'est pas. JB Bickerstaff, pour moi, je le mets dans le même range que les entraîneurs comme Tom Thibodeau, c'est-à-dire des entraîneurs qui vont arriver à fédérer un groupe, qui vont arriver à créer une identité de jeu. JB Bickerstaff, on l'a vu, il avait réussi à faire quelque chose avec Cleveland, sauf qu'à un moment donné, il y a un plafond de verre qui a fait que ils s'en sont séparés. Oui, de nous l'année prochaine, dans ce cas de figure-là, si ça venait qu'à se reproduire. Et cette équipe de Détroit, maintenant, force est de constater que, de toute façon, dans la NBA, c'est toujours des cycles. Il faut les gens qui disent machin, Détroit, ouais, Sonics, bon, c'est un peu des imbéciles dans le sens où tu as eu des cycles où Boston n'a pas été terrible, notamment dans les années 90, ça n'a pas été génial jusqu'à l'arrivée de Paul Pierce et Antoine Walker, mais sinon c'était pas ouf. Tu as eu des moments où le 8 n'a pas été génial, où les Lakers n'ont pas été génial, même s'ils ont été champions sur chaque décennie, il y a eu des moments où c'était pas terrible. Il y a toujours des creux, Voilà. Les équipes ne dominent pas sans discontinuité, quoi. Il y a des périodes de creux, il y a des cycles à refaire. Voilà. Détroit a eu une période un peu compliquée ces dernières saisons. La dernière fois où ils ont vraiment été compétitifs, c'était quand il y avait DeAndre Drummond et le transfuge Griffin. Blake Griffin. C'est vraiment là la dernière fois qu'ils ont vraiment été. Et sans réellement non plus être. Non, parce que c'était Griffin. Le premier tour et au revoir, quoi. Voilà. Ouais, et puis Griffin était en fin de course. C'était le Griffin dominant des Clippers. Et quelques mois plus tard, Drummond est tradé. Il part de Détroit. Donc c'était même à un moment donné dans les rumeurs côté Knicks. Non, il est parti à Cleveland. Oui, après il est parti à Cleveland. Il est parti à Cleveland. Donc c'était contre un Mars et un ticket resto, je crois. Donc, et depuis, il est toujours dans la NBA, mais on se demande un petit peu. Il traîne son mal en peine du côté des Sixers. Quoi. Il a fait. Mais donc voilà. Donc tout ça pour dire que attention, c'est pas parce que c'est les Detroit Pistons mais ça va aller. Non. C'est pas les Detroit Pistons de l'année dernière. Ils sont pas arrivés 6e par hasard. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est plus la même équipe. Et nous non plus, on n'est plus la même équipe que l'année dernière. Donc ça, j'ai pas arrêté de le dire et de le répéter. Beaucoup ont mis du temps, ont regretté l'équipe de l'année dernière. Effectivement, on n'a pas eu le même vécu. Les 50 wins de l'année dernière avaient une toute autre saveur que les 51 de cette saison. Les 51 de cette saison font fade. Les 50 de la saison dernière étaient épicés, étaient colorés, parce qu'en fait, au top en fait. Il n'y avait pas la même énergie, la même façon. Et même si on n'était pas une équipe dominante, on avait plus l'esprit batailleur on a moins eu de déception. On a moins eu aussi sur certaines. En attente aussi. On a moins eu ce sentiment d'humiliation sur beaucoup de matchs aussi. Beaucoup de matchs en fait.
On s'est senti humilié. Ah, Le nombre de fois où j'ai vu sur internet des commentateurs américains, des suiveurs des Knicks utiliser le terme embarrassant après certaines défaites, tu vois, ce sentiment-là, on ne l'avait pas l'année dernière. Donc, ce n'est pas une série gagnée. Et Non. moi, sur mon bracket, je l'ai marqué en 4-2 parce que je me suis laissé emporter par l'enthousiasme populaire de la fanbase des Knicks. Et je me suis dit, bon allez, aux Lakers, on y croit. Mais il y a vraiment une partie de moi qui est partagée et qui me dit... Toi, tu penses qu'on pourrait se faire éliminer? Ouais. Au premier tour? Ouais. Ok. Non, alors bon, autant moi, le 4-2, il peut être pour eux. Ok. Autant je respecte la saison des Pistons, je les respecte assez tôt en me disant ouais, ça va taper des équipes, attention quoi, c'est plus les Pistons de la saison dernière, il se passe quelque chose aux Pistons, alors de là aller voir 6ème, non, je pensais plus accrocher effectivement à un spot 7-8, voire du play-in et pourquoi pas gratter une place de play-off. Donc bravo à eux, ils ont montré de la régularité, ils ont montré de la constance malgré la perte de Jaden Ivey qui faisait un très bon début de saison et qui semblait faire une belle paire d'arrière avec Cunningham dans le backcourt. Donc l'ajout des vétérans a aidé. Potentiellement de retour, lui, j'ai pas ouais, effectivement. Il y avait des rumeurs, après, bon, faut voir l'état de forme du garçon, revenir en play-off direct. Waouh, ça va être compliqué, mais... C'était quoi sa blessure? C'était la cheville, c'était le genou? Il a fait une vingtaine de matchs, hein, donc il en a loupé beaucoup, donc c'est que la blessure, elle n'était pas, pas neutre. Faudrait qu'on retrouve un petit peu les injury reports pour voir ce qu'il en était. Mais en tout cas, pour dire que oui, en plus, cette saison, ils nous ont posé des difficultés. Alors, on n'a pas toujours été au complet dans les matchs qui nous ont opposés entre ces deux équipes. Les Knicks s'imposent sur le tout premier match et s'imposent largement. Il y a une victoire de 30 points, donc voilà. Au rayon des blow-out, on en a subi cette saison, et c'est en ça où ça a été gênant, malaisant et embarrassant. On en a mis quelques-uns. Pas beaucoup, mais on en a mis. Celui-ci, c'en était un. C'était pour commencer la régulière. Il y a eu des absences. Kat qui était pas là sur tel match. Bon, voilà. Mais pour autant, les Knicks, normalement, même avec des absences, se devaient d'avoir les joueurs nécessaires pour s'imposer face à ces Detroit Pistons, s'il y avait cette vraiment volonté et capacité à dominer ses adversaires. C'était pas le cas. Donc, il va falloir se méfier. Après, arrivé au playoff, on est au complet. En dehors de Ariel Porti, mais voilà, on est au complet. Donc, avoir le plan de jeu qui va être mis en œuvre. On va se poser des questions aussi sur les clés de cette série, quoi. Moi, autant tu te dis, il y a un monde où tu peux envisager que et ça te surprendrait qu'à moitié, que les Pistons sortent les Knicks au premier tour. Je reste confiant dans les capacités des Knicks, tout de même, pour pouvoir montrer le sérieux, et j'ai confiance en ce bonhomme là pour aller justement porter les Knicks comme il l'a déjà fait face à d'autres grosses équipes. Donc je me dis qu'on a quand même plus de talent, plus d'expérience, l'avantage du terrain qui peut parfois être un désavantage parce que le Garden, voilà, ça peut, mais en tout cas le public sera derrière les Knicks. S'il faut aller gagner les matchs clés, ça sera souvent à domicile, donc à New York. Mais voilà, je me dis que non, les Knicks doivent se montrer sérieux, doivent aussi se rassurer maintenant que la régulière elle est passée. Tous se donnent ce discours qui est peut-être des fois un discours de façade, un discours qu'on connaît. Ouais, les compteurs sont remis à zéro, c'est une autre compétition. Voilà. Il va falloir le montrer sur le terrain. Les discours, c'est bien, mais il va falloir le montrer. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un faux pas sur la série et justement lâcher un match contre ces Detroit Pistons qui seront accrocheurs. Ils n'ont rien à perdre. Les Knicks ont tout à perdre. Les Pistons n'ont rien à perdre. Donc voilà, faudra se montrer sérieux, appliqué pour être digne de cette 3e place et de ce premier tour. Mais tu sais, mais voilà, je vois, on en parlait hier dans le Space avec Chapi. Moi, idéalement, je verrais un 4-1. Ça voudrait dire on a fait le boulot, on a lâché un match et je vois genre le match chez eux, le 4e, histoire de s'imposer dans cette série et dire ah ok, on a fait le boulot à 3-0 chez eux, on a fait le boulot, mais voilà, un 4-2 n'est pas à exclure. Ceci dit, je serais extrêmement déçu comme beaucoup et je comprendrais pas en fait qu'on se fasse sortir par Détroit. Moi je vois déjà au sortir des 2 matchs du Garden 1-1. Ça
Bah, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir, Ça, c'est, voilà. Moi, je vois il peut y avoir une 1-1 surprise. au sortir du Garden, mais tu sais, contrairement aux années précédentes, l'année dernière, quand on joue Philadelphie, est-ce qu'on est... Les deuxièmes, Oui, oui, on non, a non, l'avantage du non, non, terrain, non, non, ils non, sortent du non, play-in. c'est pas ça que c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Dans la L'année série, l'année dernière, quand on joue contre Philadelphie, est-ce que, tu vois, est-ce qu'on est vraiment dans la peau du, comment ça s'appelle, du favori? Tu vois ce que je veux dire? sur le papier, de par le classement, Oui, normalement oui. oui, mais Après, l'opposition n'était voilà, pas la mais même. du coup, On avait un Embiid aussi qui était en retour de blessure. On savait pas non, trop mais quel était son état de forme. tu joues Philadelphie, tu joues les Philadelphia Sixers qui arrivaient au complet, On tu pouvait avoir plus peur de Philadelphie qu'on devrait avoir peur n'es pas, des Pistons cette année. tu n'es pas dans la peau du favori ultime. C'est ça que je veux dire. C'est que, Mm. au point de vue des bookmakers, d'ailleurs, certains avaient donné les Sixers gagnants. Certains avaient donné ça. L'année d'avant, tu joues les Cleveland Cavaliers. Alors, tu gagnes 4-1, mais encore une fois, la série était plutôt ouverte. Tu n'étais pas dans la peau d'un favori ultime. C'est-à-dire que tu Ouais, n'étais c'était les pas, premiers playoffs de Bronson aussi avec les Knicks. t'étais Donc pas, on l'avait vu briller avec là, Dallas, mais sans savoir s'il pouvait reproduire. là, cette Il a année, reproduit depuis. cette année, tout le monde te qualifie de là, tu es le favori de cette série. Ouais. Au point de vue qui- de tout le monde te met. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux te dire, c'est que Ce qui est compréhensible au mais- regard du classement et de la dynamique des deux équipes, quoi. le prix- La dynamique dans l'histoire des saisons. c'est une. Ce que je veux dire, c'est que c'est un changement et c'est une pression particulière parce que autant. Tu vois, l'année dernière, ça aurait été un upset, mais quelque part, tu te dis, bon, allez, on a perdu parce qu'en face, il y avait un joueur Embiid dans mon MVP qui est inarrêtable. On a un Tyrese Maxey qui est incroyable. Ils ont de super Champion. role-players à côté, tu vois. Bon, autant là, cette année, tu es vraiment dans la qualification du favori. C'est toi le favori, c'est à toi de t'imposer. Et si tu perds, honte à toi, tu vois. Donc, Mmh. c'est un autre aspect à prendre en compte aussi, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a une véritable attente. Les Knicks ont beaucoup investi durant cet été pour avoir des résultats. On est allé chercher au prix très cher Michael Bridges. On est allé te trader Julius Randle et Dante DiVincenzo pour un Karl Anthony Towns en disant il va nous faire passer un cap, il va nous faire step up. C'est voilà, on va avoir une équipe. En régulière, on le voit pas. Mais tu On vois, a changé le jeu, y a- mais on n'a pas vu de. mais tu vois, il y a une chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de la saison. Tout le monde s'était emballé sur l'entente 1-5 du premier tiers de la saison. Ah, regardez, ça joue bien. Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, punaise, regarde sur pick and pop, machin. Ça a disparu, ça. Et on est d'accord. Il n'y a plus cette connexion. Et ça, rappelle-toi, c'était quelque chose qu'on avait dit en début d'année en disant Jalen Brunson. Alors, moi, Jalen Brunson, je l'adore. C'est mon X préféré. Je l'ai Ouais, bof. possible. Bof. Mais, bon, mais ça, rappelle-toi, c'était quand même quelque chose qu'on avait Non, mais effectivement. fait. et Un c'est- meneur c'est en- qui ne sait pas jouer avec son intérieur. Il n'a jamais créé de lien avec Mitchell Robinson quand il était là ou avec Hartenstein. Et là, finalement, ben, rebelote. On retombe un petit peu dans ce travers-là parce que c'est pas son jeu. C'est pas son jeu en fait. Et au final, cette connexion-là a disparu. Cette connexion 1-5 a disparu. Donc, est-ce qu'elle va se révéler en playoff? Ou finalement, est-ce que c'était qu'une illusion qu'on a eue sur un premier tiers de saison qui s'est Il évanouie y avait ce besoin d'adaptation, d'acclimatation de Karl Anthony Towns, donc on a senti un Brunson beaucoup plus passeur aussi en début de saison, en retrait d'un point de vue scoring. On s'est même dit, ah tiens, Brunson, voilà, il souffre entre guillemets de l'arrivée de Kat. Kat, c'est le leader. Certains même, des gens ont dit Kat, c'est le franchise player. Il y a des gens qui disent ça. Ça veut pas dire qu'ils disent la vérité, mais il y a des gens qui disent ça ou qui peuvent le penser. Mais après, on a revu une sorte d'équilibrage des choses. Kat est redevenu plus lieutenant et Brunson plus patron, mais patron plus avec ce sens de la distribution en cherchant à jouer avec Karl Anthony Towns, ces pick and roll qu'on pouvait voir par moment. On n'a pas vu non plus des caisses et des caisses, hein, mais on ne le voyait plus. Là, on nous disait, ah regardez l'arrivée de Karl Anthony Towns, ça va ouvrir des lignes de drive incroyables à Brunson, il va se régaler. Ouais, bah pas plus qu'avant en fait. Kat, il y a des moments où il prend peu de tirs à 3 points,
Du coup, bah, tu n'ouvres pas vraiment ces lignes de drive, vu que tu shootes pas en Moi, externe. c'est en ça. Donc, Je sais que c'est assez décrié ce que je dis. Et je sais que je suis peut-être plutôt minoritaire dans ce que je dis. Mais je vois pas de tant de différence que ça entre le jeu de Karl Anthony Towns et celui de Julius Randle. ouais, si, quand même, mais... enfin, Non, d'un point de vue résultat, est-ce qu'on non, step mais- up suffisamment pour... ce que je veux dire par là, c'est que Non, pas pour offensivement, l'instant. les deux sont très forts. C'est pas le même style. Non, Il mais y avait un style plus non, bully côté Randle. passe le style, Voilà. passe le Ah bah. style, passe tout. D'accord? Mais le style influe sur le jeu Je te dis juste, collectif. Tout de je même. te dis juste qu'avec Julius Randle, t'avais du scoring tout autant qu'avec Karl Anthony Towns. D'une façon différente. Mais... On a quand même sacrifié aussi de la profondeur pour Karl Anthony Towns. On a envoyé quand même un soldat hyper important pour Karl Anthony Towns. Pour au final avoir un Karl Anthony Towns qui fait le taf offensivement, moins passeur aussi, lui il faut quand même l'admettre, hein. Moins passeur, tu dis tout, Ah, alors, un peu moins passeur. par séquence, on a vu quand même des belles séquences de distribution de Karl Anthony Towns. Ouais. Lorsqu'il prend son ballon là très loin et Oui, qu'il non, mais il va chercher du Mikal, il va chercher du Josh. Il y a des connexions avec certains joueurs et pas avec tous. Donc c'est en ça où on voit pas forcément un collectif non plus en pleine osmose. Typiquement, cette relation 1-5, on l'a aperçue et elle a disparu. Et ça, pour deux joueurs majeurs, bah voilà, c'était un peu à toi, à moi quand tu regardes de porter l'équipe. juste en stats pur, si tu regardes en stats pur, tu as un Karl Anthony Towns qui tourne en 24 points, 12,8 rebonds et 3 passes. Tu avais un Julius Randle qui tournait environ au même nombre de points, un peu moins de rebonds, mais... il en avait 9, il en avait 8 ou 9, et qui avait plus de passes. Donc, en fait, moi, si tu veux... C'est dans un registre de point forward, là où Ouais. c'est un stretch 5, 4, donc alors, voilà. si tu veux, voilà, moi, dans le résultat global et dans l'impact du joueur sur le jeu, Julius Randle, Karl Anthony Towns, même combat. Dans l'impact que le joueur peut avoir sur un résultat sportif, je ne vois pas pour l'instant, en régulier en tout cas. Ouais, en régulier. Et après, derrière, Karl Anthony Towns a quoi? Un match référence, enfin une série référence contre les Nuggets l'année dernière. Julius Randle. Julius Randle est arrivé. C'est ça aussi qui lui était décrié. Julius Et Randle, il a eu des blessures voilà. qui lui ont coupé les ailes pour pouvoir performer après, c'est pas non entre plus. autres en playoff. On peut dire aussi que le match de Karl Anthony Towns, la série, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Et aussi de son néant. Et regarde, S'il l'a fait, il peut le refaire aussi. Voilà, il y a tout. On peut dire tout et son contraire en fait. Moi, ce que je dis juste, c'est que pour moi, je trouve pas de changement significatif. Je m'attendais à mieux de Karl Anthony Towns. Je m'attendais peut-être à une implication défensive un peu plus. Finalement, non. En fait, c'est Mr. Plout. Voilà. Mais on en remplace un plot par un autre plot. Hein. Donc ouais, mais bon, le problème c'est que un plot qui ping contre un plot qui boude. Mais au final, ça reste deux plots. Non, mais effectivement, il y a des similitudes. Il n'y a pas non plus ce gap. Et le bilan régulier, ça vaut ce que ça vaut. 51-50. Waouh, tout ça pour ça. Donc voilà, il y a une acclimatation aussi. C'était l'année 1, on va dire, de Karl Anthony Towns à New York. Quelle était l'année 1 de Julius Randle? C'était pas les mêmes contextes, c'était pas les mêmes histoires, c'était pas... Voilà, on n'était pas au même niveau de maturité du projet. On n'avait pas le même niveau d'attente. On n'attendait pas que Julius Randle nous fasse une saison de All-Star. Julius Randle, quand il arrive au Knicks, c'est qui est à côté de lui? Oui, non, mais on sait bien tout ça. Bon. Et même quand il arrive avec... quand Jalen Brunson arrive à ses côtés, on sait pas trop comment ça va se passer, puisque Randle était le numéro 1 par défaut, portait beaucoup de ballons, il a fallu qu'il s'acclimate d'avoir un meneur qui s'appelle Jalen Brunson et qui s'appelle plus il a su bien le Burks ou Wilfried Payton. Il a su bien le faire.
Il n'y a pas eu d'histoire hein, de passage de relais dans Il y a le, eu tout un tas d'histoires avec Randall, mais pas forcément vis-à-vis de Brunson, voilà, clairement. dans le Donc, leadership. Ça s'est plutôt bien passé. mais voilà, en tout cas, effectivement, pour l'instant, bah, ça va être une nouvelle page qui va s'écrire avec ces playoffs. On attend, et j'en parlais dans le space hier avec Chapi, beaucoup de certains joueurs. Moi, j'attends beaucoup de Karl Anthony Towns en playoff. La régulière, elle est faite. Il nous a livré une régulière conforme, en tout cas en production statistique, à ce qu'on pouvait attendre de la part de Karl Anthony Towns. Est-ce qu'il est acclimaté? Est-ce qu'il est intégré dans le jeu? Oui, d'une certaine façon. On pourrait espérer une meilleure connexion avec Brunson. Est-ce que Brunson va refaire du hero game? Est-ce que Karl Anthony Towns va rester planqué dans le corner ou au large en attendant d'avoir les ballons? Eh ben, Moi, je vais il te faudra dire, voir. je vais regarder plusieurs choses dans cette série. Plein. Je vais On regarder, arrête en fait, on arrête. je vais regarder déjà d'une, comme tu dis, ben, est-ce qu'on va avoir une relation 1-5 un peu plus aboutie que sur la deuxième partie de saison? Ça va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on va avoir un Josh Hart qui va être un peu meilleur défensivement? Parce qu'il faut bien reconnaître que le garçon, pareil cette saison, je trouve que son implication défensive a chuté. Un peu à l'image de toute l'équipe. Je le trouve moins tranchant, moins... je sais pas, il y a un sentiment que... Et en même temps, il se partage ses tâches défensives, ses tâches de chien de garde. Ouais, mais... Avec Mikal, avec Oji. Ouais, mais... Il fait un peu tout. Je le trouve voilà, un peu trop, peut-être un peu trop dispersé et moins fringant. Ça, c'est mon idée. Donc, à voir aussi, est-ce qu'on va avoir un Mikal Bridges qui va se montrer plus... qui va enfin assumer ses responsabilités, voilà. Parce que moi, un mec qui va prendre Tu crois 5 Tu crois quand tu dis ça? Ben, comme Karl Anthony Towns, c'est ce que j'y crois, hein, dans le fait que c'est lui qui nous fait passer un gap. Parce que la même Mikal, on l'a vu quand il y a eu l'absence de Bronson, Mais ouais. où il s'est relevé les manches, et puis après il est rentré dans le rang. Il y a eu des moments où il était fantomatique. Et puis, Donc j'ai du mal à croire, moi, en Mikal Bridges rayonnant sur une série. Il aura sûrement ses matchs. Mais est-ce qu'il va peser avec constance? J'aimerais, mais j'en doute, franchement, Ce j'en qui doute. va m'intéresser à la fin, c'est de voir le coaching de Tom Thibodeau, à voir qu'est-ce qu'il va faire face à cette équipe. Est-ce qu'hier, en conférence de presse, il a dit « Oh, les nombres de minutes ont été satisfaisants entre Mitchell Robinson et Anthony Towns, c'est pas mal, il faudra voir sur certaines séquences, en tout cas ça m'a plu. » Ça t'a plu sur 5 minutes par match. Bon, ok. Donc ce panel-là te suffit, pourquoi pas. Est-ce qu'il va les faire jouer ensemble? Ben moi personnellement, je vous le dis, Tom Thibodeau est un homme pas d'action, mais de réaction. Quand il est contraint et forcé, il va pas prendre l'initiative, mais il va être dans l'urgence. Et souvent, quand on a dit « Ah, pas mal Tom Thibodeau », c'est parce qu'il y avait une blessure derrière. « Ah, pas mal de faire jouer Small Ball sur Embiid ». C'est parce que Mitchell Robinson est blessé que t'as pas le choix parce qu'il n'y a plus que lui. Ah, pas mal. Donc, en fait, à voir comment il va se comporter sur cette série de playoffs là. Moi, c'est ça qui va m'intéresser, de voir. Après, je suis pas Est-ce qu'il va persuadé qu'une continuer paire de Twin Towers soit vraiment la solution face à ces Pistons là. Ben, que quand Il y aura du Durant, il y aura du Stewart. il faut protéger et il faut protéger un peu cette raquette. Hein. Oui, mais il open faut aussi bar, hein. défendre à 3 points. Mais on ne défend pas à Donc, 3 points de toute façon, alors autant contrôler comme il faut le rebond. Tu ne défends pas à 3 points. Tu ne Oui, défends mais pas donc à du 3 points. coup, il faut choisir son poison. Eh ben, et on Si voit tu mets et du Cat et du Mitch, mais tu vas t'exposer à 3 points, quoi. Mais tu t'es exposé à 3 points quoi qu'il arrive, parce que tu ne la défends pas, mais quand il n'est pas là, Mitch. Alors autant cette fois-ci, bien contrôler ton rebond, plutôt que de donner des ballons de 50-50. Bah, écoute, je sais pas. En tout cas, moi, je vois pas la paire de façon durable. Il y aura des temps de jeu par séquence, peut-être, mais je vois pas le plan Mitch et 4, même si on dit 4 décalé en 4, machin, étant la solution pour affronter les Pistons. On n'a pas assez de talent qui sort du banc. On n'a pas assez de talent qui sort du banc. On n'a pas assez de talent. Tu le dis, regarde, Bisley, il sort du banc. Ah oui, non, mais mais le banc des Knicks n'est pas ouf, hein, d'accord là-dessus. Deuxième meilleur scoreur, c'est le 6e homme. Tu vois, c'est ouf, quoi. Mmh.
Et ça, nous, ça, on l'a pas en fait. Donc, moi, je vais attendre aussi de voir. Alors, peut-être pas une association longue durée Mitch Cat. Non, mais c'est ça en fait, parce que beaucoup moi, veulent voir une association longue durée de ces deux. moi, ce que j'attends de voir, c'est va être une adaptation et et du coaching, voilà, du coaching gagnant. Moi, c'est ça que je vais observer de Tom Thibodeau, c'est du coaching gagnant. Donc, c'est ça qui va m'intéresser aussi durant cette série. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on dit de certains joueurs, on sait qu'on a un plafond de verre avec lui, donc on passe à un nouveau projet pour justement step up. Et je ne vois pas pourquoi un coaching staff serait dans ces cas-là, lui, exempt de ce genre de remarques qu'on entend en longueur de temps sur des joueurs. Et ça, sur Julius Randle, on l'a entendu une paire de fois. Non, mais avec lui, il y a un plafond de verre. Si vous passez par autre chose, vous allez toujours stagner. Ouais, il y a des gens aussi qui ont dit qu'on gagnera jamais rien avec Jalen Brunson en tant que donc, option 1. Oui, non, mais... Donc, bon... pour l'instant, on n'a rien gagné. Pour l'instant, on n'a rien gagné. Donc, bon. Ouais, bah, mais aussi. Mais ce que je veux dire... À ce rythme-là, on peut changer beaucoup de choses, mais sur cette série, à proprement parler, on en parlait également sur le Space hier, je pense qu'il y a une différence de talent normalement supérieure côté Knicks, qui fait qu'il n'y aura pas forcément ce duel de coaching, qu'il n'y aura pas forcément non plus la capacité à JB Bickerstaff d'inventer des choses qui vont suffisamment contrarier les plans déjà établis de Thibodeau. Je vois plus ça sur une seconde série si les Knicks se qualifient face à Boston, où là effectivement il faudra trouver des solutions, il faudra trouver des ajustements, mais je vois plus une formule classique reconduite en termes de rotation, comme ce qu'on a pu voir sur toute cette saison, sur les rôles des uns des autres, ça changera pas. face à cette opposition, face aux Pistons, quoi. On jouera en saison régulière comme on jouera en playoff. Ça sera exactement pareil. Et je vois pas pourquoi ce que d'un coup il changerait ça, vu que c'est pas dans sa mentalité. Hein. C'est pas lui faire en face, mais c'est pas dans sa mentalité de changer comme ça du tout au tout d'un match à l'autre. Et j'entends beaucoup de choses aussi sur OG Anunoby, sur Cade Cunningham. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Parce que du coup, tu mets qui sur tes intérieurs, sur les intérieurs? Sur Tobias Harris. Non, je pense que c'est plus Mikal qui va s'y coller, quoi. Mikal et Josh Hart. Et Deuce. Moi, c'est pour ça que si tu veux, Josh Hart, j'en fais mon facteur X de cette série. Parce que j'en entends beaucoup de lui. C'est le glue guy par excellence. Et donc, forcément, c'est lui qui va faire l'interception quand il va falloir la faire. Qui va provoquer la perte de balle quand il va falloir la faire. Qui va aller chercher ce ballon, le gratter ce ballon quand il va falloir le chercher. Donc, moi, c'est en ça que pour moi, c'est lui. Parce que si c'est le Josh Hart de ces derniers matchs... Moi, je vois plus McBride, je vois plus entre guillemets, un duo défensif. Alors, même si OG va switcher avec Mikal, parce que voilà, mais autrement, je vois plus une paire, principalement en mission défensive sur Cade, composée de Mikal, parce que c'est souvent lui qui prend le meilleur extérieur adverse, avec ses grands bras, tout ça. Et Deuce McBride, qui a ce côté chien de garde. Et ces deux s'étaient même affrontés en NCA à l'époque de la draft de McBride. McBride, c'était quoi? C'était Michigan, Wichita, je sais plus. Bref, donc ils se connaissent un peu. McBride, il n'a pas les longs segments de Mikal, mais il a cette capacité à vraiment être sensu en défense. Et je le verrai plus, moi, comme ça. Je pense que Josh Hart gardera son rôle de couteau suisse et sera plutôt décalé sur les postes de ligne. C'est pour ça que je te dis que pour moi, ce type-là, Josh Hart va être... Il aura son rôle à jouer dans la série, c'est certain. Pour moi, voilà. Et puis, on le sait par rapport à la bataille des rebonds, parce que c'est souvent aussi là que ça se joue dans des matchs accrochés, il va falloir avoir des joueurs qui soient concernés par le rebond. On avait vu un petit peu plus d'attention de OG Anunoby ces derniers temps, quand Brunson n'était pas là, entre autres, sur la défense du rebond. À voir. En tout cas, Josh Hart va avoir son rôle. Moi, je me rappelle du Josh Hart contre Cleveland, je me rappelle du Josh Hart contre Philadelphie. J'ai besoin de retrouver ce Josh Hart là, ce Josh Hart qu'on kiffe tous, qui harangue le Garden, qui donne ce supplément d'âme, qui fait tout, qui sait tout faire, qui fait tout et que t'aimes parce que c'est lui presque le garant joueur total, de l'identité New York Knicks, quoi. Ouais.
Aujourd'hui, l'année dernière, ils pouvaient partager ça avec Dante DiVincenzo, dans un registre différent mais complémentaire, et avec Hartenstein aussi. Ça faisait vraiment ce trio qui n'était peut-être pas les joueurs majeurs de l'équipe, c'était pas le Big Three de l'équipe, mais c'était l'âme de l'équipe, les bagarreurs, voilà, les chiens de garde. Là, maintenant, il en reste plus beaucoup des chiens. Oji, il sait se la donner en défense, Mikal aussi. Mais c'est pas le même registre, c'est pas eux qui vont montrer les muscles, c'est pas eux qui vont... Voilà, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse, c'est pas des grandes gueules, c'est comme... Bronson ne l'est pas, Karl Anthony Towns ne l'est pas... c'est des gens de Cam l'idéal. Payne, dans un registre... C'est des gens de l'idéal, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont talentueux, mais c'est pas... voilà, les mecs qui On n'est vont... pas là pour salir, quoi. Qui vont se mettre qui vont se mettre le cul par terre. Et tu vois, tu disais, on a peut-être plus de talent, peut-être, hein, que les Detroit Pistons, mais peut-être qu'on a un moins bon collectif que les Detroit Pistons. Et qu'est-ce qui fait gagner plus? Le talent, le collectif? Je sais qu'il y a débat. Écoute, on verra cette série. Moi, en tout cas, allez, toi, tu dis 4-1. C'est mon scénario idéal espéré, avec les Knicks qui font un 3-0, qui se relâchent sur le 4ème et qui finissent à la maison. Je vais rester fidèle à ce que j'ai dit sur 4-2. Sur mon bracket, un 4-2. Mais t'es pas confiant. Ah ben ça, de toute façon, tu le sais, depuis le début de la saison, cette équipe ne me convainc pas. C'est pas ne me convient pas, mais ne me convainc pas, malgré les 51 victoires. Ouais, les playoffs vont être le révélateur suprême de la qualité et du mental de cette équipe. Si on se fait bouger par les Detroit Pistons, cet été, il n'y aura pas eu de faux pas en régulière, mais ça sera un gros faux pas en playoff. Et ça posera des questions, forcément. Mais chaque chose en son temps, on verra ce que ça donne en termes de confrontation face à Détroit. Allez, aux Lakers, allez, on donne une force, on fait comme ceux qui ont la ref dans Dragon Ball Z, on lève tous les mains en l'air et pour le Genkidama de Son Goku. Là c'est pareil, on donne tous notre énergie à JB et à toute sa clique pour qu'il gagne. Et allez, on dit 4-2, mais je dis ça parce qu'on a un Medianix et qu'il faut qu'on y croit, quoi. Non, mais t'as le droit de croire à ce que les Knicks se fassent sortir. C'est possible aussi, on parle en toute liberté de parole et d'opinion. Et des fois, on n'est pas d'accord. Et on a le droit de pas être d'accord. C'est ça qui crée le débat. Sinon, c'est nul, c'est chiant. Bon, en termes de calendrier, très rapidement, pour finir cette émission, on a 4 matchs de connus, en tout cas. Enfin, 3. Il y en a un pour lequel on n'a pas tout à fait l'heure, on n'a pas tout à fait la date. Bon, le premier, vous le savez, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, au Madison Square Garden. Ça promet d'être chaud bouillant. Et ça se passera à minuit. Donc voilà, on n'aura pas de KNF Viewing Party sur cette date, sur ce 20 avril, enfin dans la nuit du 19 au 20. Le match suivant sera dans la nuit du lundi au mardi. Donc ça va venir assez vite et ça sera toujours à New York au Madison Square Garden. 1-0, 0-1, on verra. On va faire un petit prono quand même sur cette série de 4 là. Sinon, c'est bien beau d'annoncer le résultat de la série. Bon, après on a un peu déjà donné ce qu'on voyait. C'est le 3e match pour lequel on n'a pas encore l'heure. Elle reste à définir. Pour l'instant sur le calendrier de la NBA c'est indiqué sur 1 heure, mais sur le League Pass vous verrez qu'il n'y a pas d'heure de définie pour le 3e match qui se déroulera à Détroit. Par contre le 4e ça sera dimanche soir et ça sera à 19 h. Donc vous avez l'invitation, vous le savez, nous serons présents au Hideout pour une viewing party pour ce Game 4, Game 4, match 4, Game 4. Bon, voilà, 4 matchs. Moi je disais, sur ce scénario-là, je vois un 3-1 à l'issue de tout ça. Les Knicks qui s'imposent 2 fois à la maison. Il faut se faire respecter d'entrée de jeu, sinon ça va être compliqué. L'avantage du terrain, si tu le perds d'entrée de jeu, c'est possible. Il y a déjà des équipes qui sont venues cueillir leur adversaire dès le premier match. On verra. Mais les Knicks devraient, je l'espère en tout cas, s'imposer à domicile. Tout à l'heure, tu parlais un peu rapidement de la série de l'année dernière. Est-ce qu'on était favori ou pas face à Philadelphie? Est-ce qu'on craignait plus Philadelphie l'année dernière que l'on craint cette saison Détroit? Clairement pas des équipes dans la même dynamique, mais... un numéro 2 contre un numéro 7. Là, un numéro 3 contre un numéro 6. Donc le 6 est censé être supérieur que le numéro 7. Bon. L'année dernière, les Knicks avaient l'avantage du terrain et les Knicks s'étaient imposés sur les 2 premiers matchs à domicile. Ça avait été compliqué pour le match 2. Mais c'était une victoire 104 à 101. On s'en souvient.
Et par contre, après, ils avaient perdu le match 3 à Philadelphie, mais s'étaient imposés au match 4. Les Sixers avaient poussé la série en 6. Les Knicks s'étaient imposés donc à Philadelphie pour boucler cette série en 4-2. Donc on verra, hein, c'est pas non plus une tare de finir en 4-2. Après, on se dit, vu le bracket, c'est mieux de pas trop laisser de gomme sur la route au premier tour pour pouvoir se reposer, être frais et attaquer le plat de résistance ensuite. Mais voilà, moi je verrais plutôt un 3-1 à l'issue de ces 4 premiers matchs sur un peu plus d'une semaine. Et donc toi, tu disais sur ton scénario sur ce match, 1-1 à l'issue à New York et après. On perd le premier match. À Détroit. On perd le premier match à New York. On perd le premier match à New York, d'accord. On perd le premier match de la série. Peut-être un match accroché, mais pour moi on le perd. On gagne le second. On part à Détroit. On gagne le suivant. 2-1 donc. Ouais. Et on perd. On est à 2-2. D'accord, ok. Après, c'est bien pour le suspense. Hein. Bon, on verra. Dites-nous en commentaire comment vous voyez cette série, et puis un peu la physionomie de la série sur ces 4 premiers matchs. 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Est-ce qu'il y aura un sweep, déjà ? Est-ce que c'est les Knicks qui vont sweeper, ou est-ce que c'est les Knicks qui vont se faire sweeper ? Là, ça serait vraiment très très moche et sale. Et là, effectivement, où il y a des coachs qui ont sauté avant les playoffs, forcément, finir sur un sweep, peu y résiste. Bon, on verra en tout cas tout ça. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Oui, je vous rappelle, la viewing party, et puis on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine si on peut débriefer tout ça. Et puis, on vous annonce aussi l'arrivée très prochainement, genre demain, de la Knicks Tape qui reprend les meilleurs moments de la saison des Knicks sur la chaîne YouTube. Donc voilà, des heures et des heures de contenu Knicks avec que les bons moments, que des wins. Mais comme il y en a 51, et bah, ça fait quand même une grosse cassette, hein, ça fait une grosse tape. Donc ça arrive demain sur la chaîne pour se remémorer les bons moments, voir contre qui on avait gagné, comment on avait gagné, qui avait performé ou pas. Il y a eu quand même quelques petits moments sympas sur cette saison. On a eu des belles victoires. Il y a eu quelques moments sympas. Sur Denver, on a eu des belles victoires sur Houston. On a eu des belles buzzer beaters, on a eu des belles performances aussi des uns des autres. Des triples-doubles. On a tendance à l'oublier, mais Josh Hart, il nous fait un bon triple-double. Le contre de Mikal sur le premier match contre sur les Nets. En cup. Au buzzer avec le 3 de JB, puis le contre derrière de Mikal. Le fait de sweeper les Bucks, tout ça. Voilà, il y a des trucs sympas. Les matchs sur lesquels on a pu assister en live lors de nos 2 voyages associatifs. Voilà, des victoires, il y en a eu. On les a compilés, il y a eu d'autres bons moments, il y a eu des moments un petit peu tristes, un petit peu d'émotion, un petit peu nostalgiques, voilà. Vous retrouverez tout ça dans la grosse vidéo qui arrive dès demain sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette preview. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais le premier match arrive très vite. On compte sur vous pour supporter les Knicks jusqu'au bout, parce que dans la victoire ou dans la défaite, c'est ce qu'on fait. Espérons qu'il y ait plus de victoires que de défaites. Idéalement, là, pour la post-saison, il nous en faudrait 16. Bon. Peut-être un peu compliqué, mais bon, on verra combien on en prend. Hein. Sur les 16 qui permettent de décrocher le Graal, des fois il y a des surprises. Bon, 16, c'est quand même beaucoup. Allez, voisins du dessous, on va rendre l'antenne. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour la suite des aventures. Et espérons qu'elle soit le plus longue possible. Et puis on fera le bilan quand l'heure du bilan sera à faire. Mais là, pour l'instant, l'aventure continue. Donc c'est parti pour la fin de cet épisode 121. Et on vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode 122 sur KNF TV. D'ici là, portez-vous bien et let's go Knicks. Ciao, ciao!